Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très spéciale qui me tient tellement à cœur en ce mois d'octobre rose. Je vais vous donner de vrais conseils, c'est une vidéo vraiment très importante donc s'il vous plaît restez jusqu'au bout. Cette vidéo elle est destinée à toute personne qui a dans son entourage proche une femme atteinte d'un cancer du sein et qui va démarrer un traitement, donc une chimiothérapie. Ça peut être votre femme, votre soeur, votre cousine, votre voisine, votre copine, bref, une femme qui a un cancer du sein et que vous pouvez aider. Et je précise aussi que cette vidéo, elle est aussi à destination aux femmes qui malheureusement sont seules pour ce combat difficile et du coup elles trouveront plein de conseils, plein de choses dans cette vidéo. Alors la vidéo elle va aborder plusieurs thèmes et tout ce que vous aurez besoin c'est d'une feuille blanche et d'un stylo. Parce que je vais dire plein de choses et vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez un rôle majeur à jouer dans ce combat. Donc parfois on se sent un peu impuissant, on ne sait pas comment aider la personne. Bah là vraiment je vais vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider. Je parle en connaissance de cause suite à l'annonce du cancer du sein de ma maman en 2020. Donc c'est tout récent. Donc allez c'est parti. Alors premier point, c'est à l'annonce du cancer du sein de la personne. Il y a des rendez-vous à prendre qui sont très importants. Il y a 5 rendez-vous à prendre. Le premier rendez-vous à prendre, c'est chez un psychologue ou un psychiatre. Le monde il s'effondre pour la personne. Il y a la peur de la mort, il y a la peur de la chimiothérapie, il y a la peur de laisser ses proches, il y a un sentiment d'injustice, pourquoi moi? Il y a une certaine fatalité, bref, la personne elle sera très certainement déprimée et elle aura besoin de parler à quelqu'un d'extérieur parce qu'elle ne voudra pas forcément montrer à ses enfants, à son mari qu'elle est pas bien du tout. Votre rôle, c'est pas très compliqué ici, c'est de trouver un bon professionnel et de motiver la personne pour le combat qui vous attend. Car il faut vraiment que la personne soit dans les meilleures conditions psychiques avant de démarrer une chimiothérapie. Alors parfois, il y a des femmes qui commenceront par l'opération et ensuite qui feront chimio-radiothérapie, d'autres qui n'auront même pas de chimiothérapie. Voilà, moi je vous parle de mon cas où pour ma mère c'était, enfin mon cas, oui, pour ma maman c'était chimiothérapie, opération, radiothérapie. Vous devez être positif. Donc on ne pleure pas devant la personne, on ne se plaint pas, on est tout le temps good vibes. Vraiment éviter toute source de stress à la personne, donc on va éviter de raconter comment s'est passé le rendez-vous chez la banquière par exemple. On reste tranquille, la vie est belle, voilà. On lui rend la vie facile. C'est un combat qui est rude et qui sera long, qui l'attend et qui vous attend aussi. Vous devez vraiment être son coach, l'épaule sur laquelle elle va pouvoir se reposer. En gros, faut pas flancher devant elle. Vous n'avez pas le droit de ça. Évidemment, il y aura des craquages en fin de journée, quand vous êtes tout seul, sous la douche, vous allez pleurer. C'est totalement... Enfin, chaque personne est différente, mais c'est normal. Si ça arrive, c'est complètement normal, mais évitez de le faire devant elle. Le deuxième rendez-vous très important, c'est le rendez-vous chez le chirurgien dentiste. Donc on précise bien au chirurgien dentiste que la personne va entamer une chimiothérapie. Il faut toujours le préciser. Et donc c'est le moment de faire les gros travaux. On soigne toutes les caries, on arrache toutes les dents qui doivent être arrachées, on fait un détartrage en profondeur pour éviter toute infection et douleur pendant la chimiothérapie. C'est très important car pendant une chimiothérapie, tout est fragilisé, donc le risque d'infection augmente. Et qui dit chimiothérapie dit surtout ne pas saigner. C'est la règle, il ne faut pas saigner. Donc le fait de faire saigner les gencives, ça va poser problème parce que déjà la chimiothérapie fait baisser les plaquettes, les cellules sanguines. Si en plus il suffit juste de quelques gouttes de sang au niveau de la gencive et bam, le taux de cellules sanguines est tellement faible qu'on sera carrément des fois obligé de reporter la chimiothérapie. Parce que après ça devient limite vital. L'importance de voir le chirurgien dentiste avant de démarrer la chimio. Pendant une chimio ça sera pas possible ou sinon il y aura un report de la prochaine séance de chimio. Imaginez-vous avec une rage de dents, des caries et tout pendant la fin, c'est l'horreur quoi, l'horreur. À titre d'exemple, pour ma maman, eux les médecins ne lui ont pas dit. C'est moi, à travers mes recherches, qui ai vu qu'il fallait absolument qu'elle aille voir un chirurgien dentiste, chose qu'elle a fait et il lui a arraché 2 dents. 2 dents, détartrage en profondeur et en fait elle devait démarrer une semaine après la chimiothérapie et il y a eu un report parce qu'en fait elle n'avait pas encore totalement cicatrisé. Donc ma mère elle m'en voulait un peu, elle m'a dit ouais à cause de... Enfin voilà, elle avait envie de démarrer la chimio, ça l'a stressée, elle avait peur qu'en une semaine la tumeur explose, enfin voilà.
Et en fait, l'oncologue lui a dit ah non c'est super ce que vous avez fait, c'est très bien, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et ma mère elle en a un peu voulu au médecin parce que si les médecins lui avaient dit dès le début, 3 semaines avant, elle aurait pris le rendez-vous 3 semaines avant. Et au final c'est moi qui lui ai dit de le faire. Donc vraiment, d'où cette vidéo, c'est pour essayer d'aider des gens à anticiper les recherches que j'ai faites, qu'elles servent à d'autres. Le troisième rendez-vous très important, c'est le coiffeur. Donc il est important avant de commencer une chimiothérapie, pour les femmes surtout qui ont une certaine longueur comme moi par exemple, de couper ses cheveux progressivement. Parce que qui dit chimio dit perte de cheveux. C'est inévitable sauf très rares exceptions. Donc, par exemple des cheveux longs, on va passer à mi-long. Puis ensuite on va passer à ça, puis ensuite on va passer à un carré, ensuite on va passer à une coupe à la garçonne. Évidemment ça c'est si vous avez le temps entre l'annonce du cancer et le début de la chimio, sinon vous allez chez le coiffeur et vous coupez directement court. Là je vous dis ça, c'est pour que psychologiquement ça soit un petit peu mieux accepté, que la personne ait un peu le temps de digérer, voilà, enfin moi là si je me fais un carré ça va me faire bizarre. Évidemment parlez-en à la personne avant, enfin dans tous les cas vous serez obligé de lui en parler et voyez avec elle, suggérez-lui cette méthode et ensuite ça sera en fonction d'elle. Il y a certaines femmes qui préféreront perdre tout d'un coup. Voilà, mais je pense que l'impact psychologique est quand même beaucoup plus difficile. Enfin, c'est chaud de perdre tous ses cheveux d'un coup. Je pense qu'il faut quand même faire au moins une transition, quoi. Pour ma mère, il y a eu, elle avait les cheveux à peu près là. Elle a fait un carré chez le coiffeur et ensuite une coupe à la garçonne que j'ai dû lui faire parce que Covid oblige, tous les coiffeurs étaient fermés. C'était assez compliqué. C'était une horreur, elle me gueulait dessus du début à la fin alors que je m'étais appliquée, franchement on n'aurait pas mieux fait, n'importe qui n'aurait pas pu mieux faire, mais voilà, c'était difficile pour elle de se voir dans cette coiffure et bon, mais voilà, j'ai dû me coller à cette tâche difficile. Si c'est vous qui devez vous y coller et qu'elle pète un câble ou autre, self-control, c'est pas grave, laissez-la lâcher ses nerfs sur vous, c'est pas grave. Moi je dis toujours, c'est pas la personne qui parle, c'est le cancer. Bien évidemment, on l'a fait relativiser. Les cheveux, ça pousse, ça repousse. Franchement, moi des fois, une fois j'ai pété un câble sur ma maman, qui pourtant n'est pas très coquette, mais en fait c'est hyper féminin la chevelure. Et je lui dis, mais moi c'est bon, je vais je trouve dès que je peux un coiffeur et je lui dis de tout me raser. C'est que dalle. Tu peux te pleurer, tu peux te plaindre pour d'autres choses, pour la chimiothérapie par exemple, pour les douleurs ou pour... Voilà, mais pas pour les cheveux, c'est quelque chose juste d'esthétique et ça repousse, ça repousse. Donc non, t'as pas le droit de flancher pour ça, quoi. Donc on l'encourage, on encourage, on dédramatise la chose, on relativise. Et ça, il va falloir remotiver. Vraiment, c'est chaque jour. Ça rentre dans l'oreille la journée et puis la nuit, ça ressort. Donc il va falloir se répéter et tout le temps remotiver, et ça pour tout en règle générale. Et donc être très patient. Alors le quatrième rendez-vous qui est aussi très important, toujours dans le domaine de la chevelure, c'est prendre un rendez-vous chez un perruquier. Si vous ne le faites pas, il y a de très grandes chances qu'elle ne le fasse pas non plus. Pas par ignorance, parce que les personnels médicaux, les médecins, voilà, ils enchaînent les consultations et ils pensent pas forcément aux choses d'esthétique. Elle le fera pas par manque d'énergie, par manque d'entrain, ou tout simplement parce qu'elle va être dans un certain déni. La perte de cheveux, elle est assez rapide. Généralement, c'est entre la deuxième et la troisième séance de chimio, donc ça peut être très impressionnant. On prend rendez-vous chez un perruquier. Bien sûr, évitez qu'elle y aille seule. Et ça vaut pour tous les rendez-vous, chez l'oncologue, n'importe quel rendez-vous. Si vous pouvez pas, vous, l'accompagner personnellement, demandez à quelqu'un de la famille ou des amis, voilà. Je vous explique avec ma mère comment ça s'est passé. Quand j'ai commencé à lui parler de perruque, c'était... Alors là, elle voulait pas entendre parler de ça. Elle était dans le déni, elle était pas bien. Clairement, elle était... Avant la chimio, elle était très mal psychologiquement. Elle refusait l'idée de parler de perruque. C'est important de le faire avant la chimio parce que pendant la chimio, on n'a pas forcément l'énergie pour se déplacer à un rendez-vous qui peut être un peu compliqué. Voilà, donc vaut mieux anticiper. Il y a des perruquiers ou des centres un peu d'esthétique qui proposent du coup ces perruques-là. Donc vous avez juste à taper sur Google, vous cherchez perruque, cancer et vous tapez le nom de votre ville. Évidemment lisez les avis,
Très souvent, il y a des avis de personnes qui ont un cancer du sein ou autre. Donc vous lisez, hein, s'il y a des bons avis, vous pouvez y aller. Alors nous, c'était Adniantum International Centre d'esthétique capillaire. Assurez-vous qu'ils soient affiliés à la sécurité sociale. Donc il suffit simplement de les appeler. S'ils ne le sont pas, ça va pas. Donc vous cherchez un autre centre. Vous pouvez aussi demander à l'oncologue, certainement il vous donnera des adresses. Avant le rendez-vous, on rassure la personne sur le rendez-vous. On essaye de transformer ça comme une expérience positive, atypique, girly. Les cheveux étant quelque chose de très féminin, je conseillerais que la personne soit accompagnée par des femmes. Mais après, c'est la personne qui décide si elle a envie d'être accompagnée par son mari. Elle sera accompagnée par son mari. Pour ma maman, elle a été accompagnée par moi-même et ma sœur. Sur place, on détend l'atmosphère, tout est beau, tout est rose, tout lui va bien, elle est belle, c'est cool. Et en plus, ma maman, tout lui allait vraiment bien. Franchement, ça a été la révélation. Il y a des gens, ils ont une tête à chapeau, des têtes à casquette, des têtes à perruque, enfin voilà. Alors surtout très important de prendre son temps sur place, d'essayer plusieurs perruques parce que c'est important. Si on commence à vous presser ou quoi, franchement, allez ailleurs ou faites savoir que ça vous dérange parce que c'est un choix qui... la perruque, c'est quelque chose qui va être porté pendant très longtemps. Donc faut pas faire un choix à la va-vite. Bon après on va pas en essayer 50, hein, c'est pas possible. Mais n'hésitez pas à essayer plusieurs modèles. Pour les perruques, il existe deux grandes classes de perruques, la classe 1 et la classe 2. Il y a une troisième classe, mais j'en parlerai pas ici parce que on n'a pas été concerné par cette classe-là. Je crois, il me semble que c'est des perruques à laquelle il y a un foulard qui est accroché dessus, il y a un accessoire en fait qui est relié à ça. Donc, il me semble que la classe 1 est entièrement remboursée par la sécurité sociale, contrairement aux perruques classe 2 qui sont partiellement remboursées par la sécurité sociale en fonction du prix de la perruque. N'oubliez pas, avant d'acheter la perruque, de faire un devis et de vous renseigner auprès de votre mutuelle pour voir ce qu'elle peut prendre en charge. Évidemment, une fois que vous achetez la perruque, n'oubliez pas de demander une facture. Très important, j'aurais dû commencer par ça. Pour tout remboursement, il vous faudra forcément une ordonnance du médecin. Donc soit du médecin traitant, soit de l'oncologue. Donc prévoyez ça à l'avance. Avant d'acheter, ayez l'ordonnance. Pour la différence de remboursement, je vais vous expliquer pourquoi. Les perruques de classe 1, elles sont entièrement constituées de cheveux synthétiques, alors que les perruques de classe 2 sont constituées en fait d'un mélange de cheveux synthétiques plus de cheveux, de vrais cheveux. Voilà, donc d'où le fait que ce soit plus cher. C'est là d'ailleurs qu'on se rend compte de l'importance de faire des dons de cheveux, ça sert. Nous on a opté pour la classe 2 parce que c'est vrai qu'en termes d'esthétique et de qualité, c'est mieux, on voit pas que c'est une perruque. Moi jamais, y a plein de gens dans ma famille qui ne sont pas au courant que ma maman a un cancer du sein et y a personne qui s'est dit tiens elle a une perruque. Non, on voit que, je sais pas, elle a été faire un brushing, elle a une nouvelle coupe de cheveux, mais voilà, ça ne se voit pas. Alors que les classes 1, quand même, on voit quand même que c'est pas... Voilà. Mais ça reste, il y a des très belles et il y en a des très belles. Il y en a des très bien. Et franchement, j'ai envie de dire que s'il y a un moment dans la vie où il n'y a pas d'économie à faire, c'est bien dans ce genre de moment. La santé, ça n'a pas de prix, donc... vaut mieux serrer la ceinture ailleurs, mais vraiment il faut le mieux pour la personne qui va commencer ce combat-là. Et voilà, on fait pas les radins, hein. On sort le portefeuille, on sort le porte-monnaie, on sort les billets, allez hop. Je vais vous donner un ordre de prix. Les perruques de classe 1, celles qui sont entièrement remboursées, elles ne peuvent pas dépasser au niveau du prix 350 €. Donc c'est une règle, on ne peut pas vous en vendre à plus de 350 €. Donc si elle coûte 350 €, la Sécu elle vous remboursera 350 €. Si elle coûte 380 €, c'est de l'arnaque, ils n'ont pas le droit de faire ça. Le prix maximum c'est le plafond. Pour les perruques de classe 2, la sécurité sociale remboursera maximum environ 250 €. Le maximum auquel on peut les vendre, c'est 700 €. Pour ma mère, elle coûtait, il me semble, 500 € la perruque. Donc il y avait déjà 250 € de remboursés par la sécurité sociale. Ce qui est bizarre parce que vous voyez que dans la classe 1, la sécu elle rembourse 350.
Mais pour la classe 2, parce que les perruques sont plus chères, elle rembourse seulement 250. Alors qu'elle aurait pu aussi rembourser 300... Enfin, bref. Je pense que vous m'aurez compris. Mais bon, on perd 100 euros. Mais voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et ensuite, je pense qu'il y avait la mutuelle qui a dû prendre en charge une certaine partie du reste qu'on avait à payer. Et puis après, c'est de notre poche. Hein. Et très important, c'est à vous de vous assurer que le centre ou le perruquier chez qui vous achetez la perruque fasse les démarches pour que vous soyez remboursé par la sécurité sociale. Donc en gros, il faut bien leur dire que c'est pour une chimiothérapie, qu'ils envoient bien le papier à la sécu, machin et tout. Voilà, nous ça a été fait sans problème, mais c'est toujours bien mieux de vérifier. Et puis il me semble qu'ils nous avaient confirmé par téléphone que c'est bon, les papiers avaient bien été reçus, donc il y aurait le remboursement qui serait fait, etc. Alors, je me fais une petite précision, c'est quand on achète une perruque, généralement, alors très certainement qu'on va vous le proposer, il y a toute une gamme de produits en fait qu'il faudrait acheter pour entretenir la perruque, parce qu'une perruque ça s'entretient, ça se lave, enfin il y a plein de produits. Alors je sais plus si ma mère elle les avait payés ou c'était compris dans le prix, parfois c'est dans le prix, je sais plus. Mais voilà, il faudra acheter tout ça. N'oubliez pas de leur dire s'ils ne vous le proposent pas. Et aussi, on peut vous proposer, on pourra proposer à la femme de revenir pour un petit coup de ciseau, etc. Ou vous pouvez les appeler. Moi, je sais que ma mère, elle y a été 2 fois, il me semble, et ils l'ont fait gratuitement, hein, parce que voilà, elle voulait qu'on lui coupe un peu mieux la mèche. De la perruque, etc. N'hésitez pas à appeler et puis au pire ils vous disent non, c'est pas possible, on fait pas ça, tant pis. Mais voilà. Et le 5e et dernier rendez-vous, c'est un rendez-vous chez le podologue. Donc ça c'est un rendez-vous surtout si on a les pieds pourris. On enlève toute la corne, on soigne les mycoses, voilà. Faut qu'on ait des pieds de bébé. Il faut vraiment préparer ses pieds. D'ailleurs, je dis toujours d'hydrater vos pieds avant. Dès que vous savez que vous allez avoir une chimiothérapie, commencez directement à vous tartiner de crème hydratante le corps, les pieds, vraiment tous les jours. 2 fois par jour minimum. Et je vais vous donner les produits qu'il faut parce qu'il ne faut pas mettre n'importe quel produit. Mais surtout pendant la chimio, mais avant vous pouvez, voilà. Mais voilà, n'attendez pas dès qu'il y a la chimio, hop, là je prends soin de moi. Non, anticipez. Et donc on prépare ses pieds qui peuvent être malmenés pendant la chimiothérapie. Là on vient de terminer la partie rendez-vous avant la chimiothérapie. Vous avez vu, c'est quand même assez riche. Et dites-vous que si vous faites tout ça à la place de la personne, elle, ça lui permettra d'avoir un petit peu plus l'esprit libre, l'esprit léger, elle pourra penser à d'autres choses. Alors le deuxième point, c'est l'organisation. Très important. Et ça, moi, je suis la boss, la reine de l'organisation. Donc je vais vous donner des petites astuces. Donc déjà, je vous conseille d'acheter 2 petits cahiers. Comme ceci. Des 2 petits cahiers. Donc un cahier dans lequel vous noterez toutes les questions que vous voulez poser et qu'elle voudrait poser à l'oncologue le jour où elle le verra. Régulièrement, il y a rendez-vous chez l'oncologue. Donc là, c'est le moment, à chaque fois, vous notez toutes les questions. C'est très important parce qu'à chaque fois, ma mère, elle rentrait de son rendez-vous et elle me disait « Merde, j'ai oublié de demander ça, j'ai oublié de demander ça, j'ai oublié de demander ça. » Et pourtant, je lui avais acheté ce cahier et au final, elle a fini par faire... Elle me disait « Ouais, t'as raison en fait. » Et voilà, au moins, t'as l'esprit... Des fois, ça peut être dans la journée, tiens, ça j'aimerais bien savoir, ça j'aimerais bien, hop, vous sortez le cahier, vous notez, comme ça le jour du rendez-vous, hop, vous avez juste à sortir le cahier, vous pouvez même le donner au médecin, il lit, il répond en direct. Alors moi, généralement, c'est moi qui remplissais pour elle les questions. Dès qu'elle avait une question, je disais, même la veille devant l'oncologue, je disais, voilà, il y a des questions, moi aussi des fois je notais des choses, des questions, voilà. Je précise que pendant la période Covid, on ne pouvait pas l'accompagner malheureusement, donc elle était seule en chimiothérapie. C'était difficile pour nous du coup, et c'est pour ça que j'ai fait ce système aussi de carnet, parce que quand on est 2, il y en a toujours un qui peut se souvenir de quelque chose que l'autre aurait oublié. Sauf urgence, bien sûr, on n'attend pas, on appelle directement le service concerné, l'hôpital, et généralement ces services-là ils répondent très rapidement, plusieurs fois, surtout au début, après la première chimio, on a un peu peur, on n'est pas habitué, voilà, il y a des fois des symptômes, des effets secondaires, etc. Et donc vaut mieux les appeler. Et vous verrez que ça ne les dérangera absolument pas et qu'ils prendront souvent des fois même des nouvelles pendant 2-3 jours pour voir si ça va mieux.
Le deuxième petit cahier, c'est tout simplement pour noter chaque jour l'état de la personne. Alors quand je dis chaque jour, c'était la première semaine parce que c'est là où ma maman, elle était pas bien du tout et ensuite après ça commençait à aller mieux. Et ça c'est hyper important parce qu'en cas de problème, le médecin au téléphone, il vous demandera comment elle était les jours précédents, il vous posera des questions parfois précises et bah là vous aurez juste à lire ce que vous avez écrit et vous oublierez rien. Les choses qu'il faut écrire. C'est fièvre, si elle a eu de la fièvre et à quelle heure, jusqu'au quand, la température, du coup vous précisez, hein, si elle a eu des nausées, des vomissements, à quelle heure, jusqu'à quelle heure, des douleurs, à quel endroit, quelles étaient l'intensité de cette douleur, si elle est sortie de la maison ou non, si elle a pu marcher, si elle a des problèmes de peau, des problèmes de sommeil, elle n'arrive pas à dormir, si elle n'a pas mangé, elle n'arrive pas à manger. Vous écrivez tout ça sans non plus écrire un roman. On va vraiment à l'essentiel. Et le mieux, c'est vraiment que ce soit vous qui écriviez. Donc moi, c'est ce que je faisais. Là, j'ai le carnet. Je vais vous noter par exemple jeudi 26 novembre, forte nausée mais pas vomi, nausée diminuée dans la soirée, mange peu, mal à la tête, a pris un Doliprane le soir, fatigue, faiblesse, nouveau médicament supplémentaire pour nausée, petite fièvre à 13h, 38,1 degrés, qui n'a pas duré. Premier jour de chimiothérapie, donc quand elle est rentrée à la maison après sa première chimio, nausée, vertige en rentrant à la maison. À partir de 17h30, vomit beaucoup, de la bile, forte nausée, faiblesse, pas possible de bien dormir. Arrêt 1 heure puis reprise, vomissement non-stop pendant plusieurs heures jusqu'à 1h du matin. Dès qu'elle boit, revomit tout. Dormi 5 heures, mal au ventre, goût métallique dans la bouche. Voilà, vous allez à l'essentiel, mais vous dites qu'il ne faut pas non plus oublier, voilà, faut dire les choses quand même importantes. Comme ça, au moins, vous n'avez pas, putain, comment elle était là, c'était... Voilà, pour être tranquille, il vaut mieux faire comme ça. À l'hôpital, on fournira à la patiente un classeur. Donc généralement, c'est un peu le bazar là-dedans. Donc ça sera votre rôle de le mettre à jour et de trier. D'ailleurs, moi, j'ai dû acheter un classeur pour ma mère parce que celui qu'ils lui ont donné à l'hôpital, il était hyper fin. Et du coup, on n'arrivait pas à tourner les pages tellement j'en ai pris un plus grand. Alors, je vous conseille de lire tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce classeur. Alors c'est un peu chiant, il y a des choses de prévention, des choses que vous saurez et tout, mais moi j'ai préféré vraiment tout lire. Je vous conseille de surligner les numéros d'urgence. Donc en gros les numéros d'urgence c'est le numéro qu'il faut appeler en cas de problème, le numéro de l'oncologue, de son service, etc. Et de bien noter aussi le nom de l'oncologue, parce qu'au téléphone quand vous appelez on vous demandera qui la suit. Vous pouvez tout simplement aussi les écrire sur un post-it et l'accrocher sur le frigo. Donc ensuite on trie toute la paperasse, toutes les ordonnances dans un ordre logique. On s'assure que tous les médicaments ont été commandés et ou récupérés à la pharmacie avant la chimio. Par exemple, moi il y avait un médicament que ma mère devait prendre la veille de la chimio, qu'elle devait commencer. Donc du coup, fallait prévoir déjà 2-3 jours avant aller commander et récupérer le médicament en pharmacie. Et le jour de la chimio plus après la chimio, il y aura des médicaments à prendre tous les jours. Donc du coup, il faut vraiment anticiper. C'est pas vous y allez à la one again et puis des fois il y a des délais. Des fois la pharmacie vous dira ça on va le recevoir seulement demain après-midi, etc. Donc vraiment soyez à jour sur ça, anticipez avant chaque chimiothérapie. Donc ce que je vous conseille c'est après chaque chimio, dès qu'elle a fait sa chimio, vous récupérez le classeur, vous le triez, vous appelez la pharmacie et vous commandez directement les médicaments pour la prochaine chimio, quand c'est possible. Les ordonnances qui sont périmées, vous pouvez les jeter, mais faites attention de jeter avant de jeter des vieilles ordonnances parce que des fois il y a à renouveler 3 fois. Et voilà. Et guettez bien aussi le nombre de renouvellements parce que parfois il y avait des ordonnances, c'était renouvellement 3 fois. Et ensuite, il y avait plus de... il y avait l'ordonnance, ça y est, elle était finie. Et du coup, c'est à vous de penser à demander à l'oncologue. Et des fois, l'oncologue, il va pas forcément y penser. Il a plein de patients, donc c'est à vous de dire, à noter dans le cahier, tiens, de rappeler à l'oncologue que telle ordonnance pour tel médicament est périmée. Et ça peut paraître bête, mais je vous assure que si vous ne faites pas ce boulot, il n'y a personne qui le fera à votre place. Et les médecins, ils ont plein de travail et tout, ils enchaînent les patients, les consultations.
Et forcément, il y a très souvent des oublis et qui sera pénalisé, bah, ça sera la personne malade. Alors du coup, c'est à vous de tout gérer. Honnêtement, si je l'avais pas fait, il y aurait eu plusieurs oublis de renouvellement d'ordonnance par exemple, où il y aurait eu des cafouillages, le mauvais médicament, enfin voilà. Donc franchement, faut faire attention. Ensuite, je vous conseille pour tout le long de la chimiothérapie de faire un emploi du temps sur une feuille blanche. Donc dessus vous noterez, alors c'est un emploi du temps comme celui-ci. En gros, il y a les jours, lundi, mardi, mercredi, et en fait, vous allez tout noter. Donc par exemple, vous allez noter les rendez-vous de chimio, chose importante. Parce que parfois, la personne, elle va croire que c'était tel jour, et en fait, non, c'est... voilà. Généralement, c'est toujours le même jour. Moi, je sais que ma mère, c'était tous les mercredis. Après, des fois, c'était le matin, l'après-midi, voilà. Ça change. Vous y notez toutes les prises de sang qu'elle doit faire, les tests PCR aussi. Moi, je sais qu'à l'époque, ma mère, elle devait faire à chaque fois avant sa chimiothérapie un test PCR. Et maintenant du coup faites attention parce que vu que les tests PCR ne sont plus remboursés, il vous faudra au préalable demander une ordonnance à votre médecin traitant ou à l'hôpital. Et donc je mettais la posologie des médicaments. Donc je mettais par exemple là il y a prédnisolone un matin, un midi, un soir. Etc. Un autre truc entre parenthèses 30 minutes avant les repas. Enfin voilà, je notais tout. Comme ça au moins j'étais sûre de rien oublier. Je notais quand fallait que j'aille récupérer tel médicament ou le commander à la pharmacie. Voilà, on note tout sur l'emploi du temps et chaque matin je disais à ma mère tu lis, tu regardes et moi je regardais et dès qu'elle prenait quelque chose, hop je surlignais. Alors avant chaque chimiothérapie, préparez la veille un sac pour la personne malade où il y aura son classeur, ses deux cahiers, ces deux petits cahiers. Vous pouvez, si elle est frileuse et qu'elle s'est plaint qu'elle avait froid, etc., que c'était mal chauffé, ça dépend des endroits, mettez-lui un plaid et ensuite vous lui mettez magazine, livre, mots fléchés, sudoku, voilà, et des petites choses aussi à grignoter. Je précise qu'avant une chimiothérapie, il est déconseillé de beaucoup manger. On dit qu'il faut manger légèrement. Par contre, elle peut beaucoup boire et même pendant la chimiothérapie, donc n'oubliez pas de lui mettre une bouteille d'eau. Donc n'oubliez pas aussi de lui mettre un masque et du gel hydroalcoolique. Bon, elle va à l'hôpital, hein, mais bon, on sait jamais, vaut mieux toujours en avoir. La personne, la veille, elle peut préparer son sac, voilà, mais moi, ma mère, c'était du genre à préparer son sac le jour même et au final, elle oubliait la moitié. Ah, j'ai pas pris ça, j'ai oublié la bouteille d'eau. Ah. Donc, préparer la veille pour elle. Si elle le fait toute seule, vérifiez derrière elle et voilà. Alors maintenant on passe au troisième point, les choses à faire et à acheter avant de démarrer une chimiothérapie. Alors après ne vous inquiétez pas, si vous êtes en plein dedans, c'est pas grave. Vous pouvez le faire plus tard. Du coup cette partie je vais la diviser en parties du corps, donc là on va commencer par les cheveux. Pour les cheveux, déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'avant chaque chimiothérapie, il faut laver ses cheveux la veille. Donc si vous avez chimio le jeudi, le mercredi soir, vous lavez vos cheveux. Ensuite, vous ne touchez plus vos cheveux pendant au moins une semaine. D'accord ? On dit en moyenne 8 jours, mais bon, une semaine, vous ne les lavez pas. Pour pas oublier, vous notez sur votre emploi du temps douche, cheveux, la veille pour la chimio. Ensuite, on n'utilise plus de sèche-cheveux ni de fer à lisser. Ça, c'est à bannir. Et ce, tout le long du traitement. À la sortie de la douche, on tapote ses cheveux avec une serviette, donc on frotte pas comme une malade, non, c'est genre on tapote, voilà. Ça sans frotter en fait, faut éviter les frottements. Et bien évidemment, on hydrate tous les soirs son crâne, surtout quand les cheveux sont tombés. Ça va éviter un assèchement, des démangeaisons, des picotements. Ça va soulager, ça va apaiser. En gros, ça va éviter des problèmes de peau sur cette zone-là. Et en fin de traitement, ça aidera à la repousse du cheveu. Donc, en exemple de produit, alors je l'ai pas là parce que ma mère l'a terminé, mais nous, on avait acheté un spray de la marque Même. Qui était très bien et du coup à chaque fois qu'elle se lavait les cheveux ensuite bon bah après elle avait plus de cheveux, elle avait le crâne tout lisse hein, et elle se mettait toujours de ce spray là même quand il lui restait un tout petit peu de cheveux, voilà c'est important. Sinon sachez que vous avec votre crème que vous utiliserez pour le corps vous pouvez aussi vous en mettre sur le crâne. Alors, les types de shampoing à acheter, alors que ce soit pour tous les produits, une personne qui fait une chimiothérapie ne peut pas
se mettre n'importe quoi sur la tête, sur le corps. C'est-à-dire que c'est des produits spécifiques. Et donc moi je vais vous donner des exemples de produits parce que j'ai recherché. Alors pour les cheveux, j'en ai deux qui restent à ma mère. Alors il y a celui-ci, c'est Bioderma. La Roche-Posay, celui-ci. Ça, c'est des shampoings que vous pouvez acheter pour la personne qui est en chimiothérapie. Alors, c'est sûr que quand elle a... ça, j'avoue, je sais pas, quand la personne n'a plus du tout de cheveux, ça va pas forcément servir. Mais elle peut mettre une petite noisette, quoi, pour... je sais pas. Mais en tout cas, après, à la fin de la chimiothérapie, quand les cheveux commencent à repousser ou quoi, ça... Voilà, c'est ça qu'il faut utiliser. Hein. C'est des produits spécifiques. Donc très souvent, c'est pour les peaux sensibles, irritées, les peaux atopiques, je crois, c'est voilà. Et il faut qu'il y ait... Souvent, on dit qu'il faut pas d'alcool ou il faut pas de tel produit, machin. Normalement, dans ces produits-là, c'est bon pour les personnes qui ont un cancer. Et on oublie les colorations de cheveux. Hein. Pendant même un certain temps, même une fois qu'on n'a plus le cancer, que les cheveux ils repoussent, on oublie hein, parce que les cheveux qui vont repousser ils vont quand même être fragilisés. Des fois on dit que c'est comme du duvet de bébé, donc franchement les colorations, non, ça c'est à bannir aussi pendant un certain temps. Va falloir au moins attendre une année avant de refaire des colorations et on évite aussi celle à base d'ammoniac, surtout même un an après on évite. Pour le coiffage, on enlève toutes ces vieilles brosses et il n'y a rien de mieux que la brosse pour bébé. Il faut une brosse douce qui soit pas agressive et on y va mollo quoi, parce que y a des touffes qui vont tomber. Et donc voilà, c'est ce que je vous conseille. Alors c'est un peu drôle quand même, hein, voilà. Mais moi c'est ce que j'ai acheté. Parce que je voulais des, vous savez, en bambou, enfin des poils hyper lisses et tout, mais c'était compliqué à trouver sur internet, il n'y avait pas vraiment, c'était pas sur des sites fiables et donc du coup j'ai opté pour ça et ça c'était parfait. Ensuite il faudra acheter différents types de bonnets. Alors je vous explique, très souvent quand la personne va commencer la chimiothérapie, que ses cheveux vont tomber, généralement elle va pas forcément tout de suite mettre la perruque, elle va pas être à l'aise, elle va du coup porter des bonnets. C'est des bonnets spécifiques qu'il faut acheter. Je vais vous donner 3 sites internet sur lesquels vous pourrez faire ces achats là. Alors il y a Elite Air International, Comptoir de Vie et Autrement Belle. C'est des sites fiables. Moi j'ai été surprise des tarifs, c'est super cher les bonnets, voilà. Alors je vais vous donner des exemples. Alors là, voilà, ça c'est un des bonnets de ma maman. Moi je lui en avais acheté il me semble 6. Alors au début elle m'a dit ah c'est beaucoup trop etc. Mais en fait ça s'est révélé hyper efficace parce qu'elle elle les portait toute la journée, tout le temps. C'est vraiment quelque chose qu'elle portera tout le temps à la maison. Voilà, alors que la perruque des fois ça gratte un peu, c'est quelque chose, la perruque elle portera plus une fois qu'elle aura terminé son traitement et qu'elle aura déjà des cheveux qui repoussent, ou du coup ça sera plus agréable pour elle, mais ma mère quand elle sortait c'était toujours des bonnets. Alors là ce type de bonnet là, je sais plus combien ça coûte mais ça monte facile à 16 €, un truc comme ça, hein. Mais c'est des choses conçues pour les personnes qui ont un cancer, donc je vous conseille vraiment d'acheter sur ces sites là. Ça, ce style-là, il est plutôt fin et tout, mais très agréable. Alors, il y a des femmes qui vont... elles supportent pas la couture, ça va les démanger, ça va les gratter. Moi, ma mère n'a pas eu ce problème-là, donc ça n'a pas posé de soucis. Mais sinon, il va falloir couper parce que malheureusement, sur tous les bonnets que j'ai achetés, il y a ça, où il y a des coutures. Et donc, va falloir couper et coudre, faire un ourlet. Donc ça, ce bonnet-là, par exemple, c'est ça qu'elle mettait le soir pour dormir. Parce que, imaginez, pour dormir, elle n'a plus de cheveux. Et en fait, les cheveux, ça réchauffe. C'est une couverture pour le cuir chevelu. Et elle va avoir des coups de froid sinon. Et elle lui sentira qu'elle a froid à la tête. Et donc, forcément, elle dormira avec un bonnet. Donc ça, nous, c'est ce qu'on appelait le bonnet de nuit. Celui-là, on l'a acheté sur Comptoir de Vie ou Autrement Belle, je sais plus. Ensuite, on a des bonnets un peu plus élaborés. Attendez, je vais vous montrer. Quand je dis élaboré, c'est pas un truc tout simple. Vous voyez, il y a un truc comme ça, enfin voilà. Hyper fin. C'est vrai que moi, quand j'ai reçu les choses et tout, je m'attendais à, je sais pas, au vu du prix, ça doit coûter 26 €. Mais au final, il n'y a pas moins cher ailleurs. Voilà, donc voilà, c'est comme ça.
Moi je lui en ai pris, il me semble, 3 ou 4 de coloris différents. Voilà, pour qu'elle ait le choix, etc. Ce qu'elle aimait beaucoup faire aussi parfois, c'était de mettre la perruque et sur la perruque de mettre ce bonnet là et ça fait un super style, un super look. Celui-là, c'est celui qui m'a coûté le plus cher. Il devait coûter dans les 40, 50 voire 60 euros parce qu'il y a de la laine dedans, je sais pas. Et je me suis dit pour l'hiver, ça sera bien pour elle, pour qu'il y ait une sorte de... C'est quelque chose thermorégulateur ou je sais pas quoi. Donc voilà. Alors, je précise que le problème de ces bonnets pour les personnes qui ont des cancers, c'est qu'en fait, ils sont vachement courts. Et il y a ces détails uniques. Et en fait, du coup, imaginez, vous avez plus de cheveux. Et si vous avez la tête, bon, moi ça va, mais si vous avez la tête, voilà, ça fait vite... ça fait quand même bonnet de bain et des fois ça... On voit un peu en dessous, on voit... Voilà. C'est pour ça que le mieux, c'est de mettre la perruque et de mettre ça au-dessus, ou sinon d'en mettre deux. Par exemple, nous, la chimiothérapie, elle a démarré, c'était l'hiver, on était au mois de novembre. Du coup, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle mettait un léger comme ça, de maison, plus elle mettait un bonnet chaud que j'ai trouvé chez Decathlon. La marque, c'est Weds. Weds, je vous le noterai dans tous les cas. Et ils sont super. Et ils y sont normalement encore chez Decathlon. J'en ai pris un blanc avec un pompon et un comme ça tout simple. À la base c'était pour moi et en fait c'est fini pour elle. Pourquoi ils sont géniaux? Parce qu'en fait c'est de la polaire. C'est très important quand vous achetez un bonnet d'hiver pour une personne en chimio que ce soit entièrement que de la polaire. Faites attention parce que parfois on croit que c'est de la polaire et en fait il n'y a que la moitié du bonnet qui est en polaire. Et l'autre moitié c'est de la laine comme ça et du coup ça pique. Ça les démange quoi vu qu'ils ont plus de cheveux. Elles ont plus de cheveux, ce qui est normal. Et ça réchauffe à mort. Et l'hiver, et ben voilà. Donc ma mère, quand elle sortait, elle mettait toujours un fin, plus elle mettait un d'hiver comme ça. Et parfois elle sortait juste avec ça, mais c'est vrai qu'avec ça, quand on est dehors, on voit quand même que la personne est malade. Je trouve que ça fait pas discret, voilà. Mais il n'y a pas le choix dans tous les cas. Je vous les ai pas tous montrés parce que ma mère, elle savait pas, elle les a pas tous retrouvés. Là, ma mère, elle porte la perruque maintenant, tout le temps, tous les jours, donc ça sert vraiment. Elle m'a dit, j'aurais jamais cru, mais bon. Et du coup, c'est un réel budget. Quand je vous dis qu'il y a des bonnets, c'est un bonnet pourri comme ça, c'est 26 balles. C'est énorme, mais c'est important qu'elle en ait plusieurs de différents coloris parce qu'elle va vraiment les mettre tous les jours, donc voilà, faut qu'elle ait du choix. Pour le lavage, il faut les laver à la main, donc dans une bassine, voilà. On a fini cette partie, du coup maintenant on passe aux dents. Avant d'oublier, elles auront très certainement un goût métallique dans la bouche, c'est normal le goût métallique dans la bouche. Alors, pour les dents, on arrête les brosses à dents électriques et les brosses à dents à poils synthétiques durs qui vont faire saigner la gencive, qui déjà sera fragilisée cette gencive par le traitement de chimio. Donc là, elle va saigner beaucoup plus facilement la gencive. Donc ce qu'il faut, c'est une brosse à dents manuelle extra souple. Alors moi, je vous donne celle que j'ai achetée et qui a été nickel. C'est une en bambou extra soft. Donc il faut vraiment extra souple, extra soft en anglais. Je vais vous montrer ça. C'est comme ça. C'est sur le site Alternativi. Donc je vous la conseille, elle y est encore. Elle y est sous le nom de brosse à dents extra soft en bambou et poil nylon. Pour le dentifrice, je vous conseille le dentifrice Meridol, qui est très bien et très souvent conseillé par les oncologues. Vous le trouvez en parapharmacie, en pharmacie ou sur internet. On le trouve très facilement. Après chaque repas, ou même jusqu'à aller manger un bout de pain, c'est bain de bouche, direct. Mais quand je dis bain de bouche, c'est pas n'importe quel bain de bouche. C'est un bain de bouche spécifique. Et il faut que vous fassiez la demande à votre médecin traitant ou oncologue qui vous fasse une ordonnance pour ces fameux bains de bouche parce qu'ils ne le feront pas naturellement d'eux-mêmes. Moi ça a été le cas pour ma mère, ils ne l'ont pas fait, c'est moi qui dis à ma mère il faut qu'il te le fasse et du coup ils lui ont fait. C'est un bain de bouche spécial, là je l'ai pas ici chez moi, je l'ai chez ma mère. C'est un gros
c'est un gros... bref, c'est un gros truc quand même. Alors faites attention parce que l'ouverture, c'est une ouverture, vous savez, des fois comme les bouteilles de vin, faut enlever un certain papier qui peut être très coupant. Mais là, genre, il est coupant plus. Donc surtout, faut pas que ce soit elle qui l'ouvre la première fois, faut que ce soit vous. Et moi, la première fois, je me suis coupée en plus. Hein, donc ça, faites attention. Parfois, il y a des médecins qui vous diront qu'il faut mélanger, ils vous donneront un truc en poudre à mélanger dedans. Nous, c'était directement pur. Et donc, je lui en donnais un petit peu, une quantité comme ça, dans une petite tasse à café. Mais dès qu'elle mangeait quelque chose ou qu'elle buvait, je sais pas moi, quelque chose, donc pas non plus un thé tout le temps, mais régulièrement, si elle boit un jus de fruits ou quoi, bain de bouche direct. C'est vraiment pour éviter les problèmes dentaires. Voilà, et surtout pas les bains de bouche commerciales là, où il y a de l'alcool dedans ou je sais pas quoi. Enfin, peut-être qu'il y a de l'alcool dans cela, je sais pas, mais faut surtout pas les bains de bouche que vous achetez d'habitude. Quand ma maman, c'était le moment de manger, je lui préparais un seau, sa brosse à dents, son dentifrice, un verre avec la petite tasse à café de bain de bouche et un verre d'eau. Donc elle était allongée du coup sur le canapé et je faisais ça de manière automatique. Dès que je lui apportais à manger, il y avait tout qui était prêt, comme ça dès qu'elle terminait, et elle pouvait se brosser les dents, hop, et elle crachait dans le seau, elle se rinçait la bouche avec le verre d'eau et ensuite hop, bain de bouche. Et c'était réglé et je débarrassais tout. Et je faisais ça dès qu'elle allait grignoter quelque chose et tout, et ça j'étais vraiment derrière elle. Très souvent, demandez-lui dès que vous la voyez manger quelque chose et qu'après vous la voyez faire autre chose, t'as fait le bain de bouche? Très souvent elle va te dire oh non j'ai après ou... non c'est bain de bouche parce qu'après elle va être là à pleurer quand elle va avoir une infection parce que je peux vous dire les aftes aussi ça peut vous pourrir la vie donc vraiment faut être derrière sur ça. Moi j'étais en mode policière j'étais rude hein. Et donc même quand elle va mieux, que la première semaine est passée et qu'elle commence à se sentir un peu mieux dans le sens où il n'y a plus de nausées, où il n'y a plus les gros trucs, soyez toujours derrière elle. Hein. C'est pas terminé le traitement, le médicament, il agit toujours. Donc voilà, on est derrière. Du coup, pour éviter tous ces problèmes-là, ces désagréments, ces douleurs dentaires et tout, c'est vraiment important et c'est vraiment notre rôle à nous de surveiller. Rien à voir mais je savais pas où le mettre, vous pouvez aussi acheter de l'homéoplastine qui servira aussi si elle a certaines perlèches, vous savez, c'est comme c'est au niveau des commissures là, c'est tout sec, c'est fissuré et tout. Et au niveau du nez aussi, parfois il y a certaines femmes qui vont avoir des croûtes. Moi je sais que ma mère elle l'a eu, pas pour le premier traitement mais le deuxième. Donc ça lui a bien servi l'homéoplastine, c'est bien d'en avoir sous le coude. Là on passe à une partie aussi qui est très importante, c'est la partie ongles, mains, pieds. Donc quand on démarre une chimiothérapie, déjà il faut couper ses ongles courts. Pas à se faire saigner bien évidemment, mais il faut qu'ils soient courts. Ensuite on enlève tout ce qui est faux ongles, vernis, ça on enlève. Évidemment il ne faut absolument jamais couper les cuticules, par risque d'avoir des gouttes de sang. Très important, pendant une chimiothérapie, mais tout au long du traitement, même radiothérapie, pendant l'opération, on va porter un vernis spécial. Ce vernis est à base de silicium. Parce que si je dis pas de conneries, il me semble qu'il y a un des médicaments dans la chimiothérapie qui est photosensible, qui est sensible aux UV. Et donc il faut protéger les ongles en gros de la lumière. D'où l'application d'un vernis spécial. Et ça c'est obligatoire. Hein. Ça c'est obligatoire. Alors moi ce que je vous conseille c'est la marque Même. C'est ce que j'ai choisi, mais vous pouvez aussi, il y a une gamme je sais sur Eye Cosmetics et La Roche-Posay. Vous pouvez aussi trouver en pharmacie et autres. Et j'ai les vernis. Donc en fait vous devez acheter une base transparente, une base opaque et c'est quoi l'autre? Et le manteau, enfin the coat. Je vous explique. Donc la base c'est comme ceci, c'est transparent. On met une couche sur les mains et sur les pieds. Faut jamais oublier les pieds. Ensuite il faut un vernis opaque. Toujours à base de silicium. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre dans la même gamme. Prenez pas un à La Roche-Posay, un Même. Non, voilà. Opaque, donc ça doit être une couleur qui soit opaque quoi. Faut pas que ce soit du transparent, du rose transparent ou quoi. Donc par exemple il y a celle-ci. Ce vernis opaque vous devez en mettre 2 couches. Et ensuite vous avez le top coat. Donc c'est la couche finale. C'est une couche transparente. Bon là elle est...
forcément elle est un peu rosée à cause de ça, du coup vu qu'on le passe au-dessus. C'est une couche aussi. Donc du coup, une couche de base, deux couches de opaque, de couleur, et une couche transparente de top coat. Et ça c'est pour tout le monde, c'est tout le temps, voilà. Et je vous conseille aussi d'acheter deux couleurs parce que ça part assez vite vu que régulièrement, en fait, dès que le vernis s'écaille, il faut tout de suite enlever avec un dissolvant spécial. C'est un dissolvant sans acétone, comme celui-ci, il n'y a pas forcément de marque spécifique. On le voit pas, c'est chiant, mais c'est toujours écrit devant en évidence. Là c'est un diadermine. Et dès que ça s'écaille, on enlève et on refait. C'est quelque chose que vraiment tout le temps, elle devra faire. Donc ayez toujours une couche de couleur en rab au cas où. Les couches transparentes, bah vous voyez, il y en a encore. J'ai pas dû en racheter, il me semble. Par contre, les couches de vernis, ça doit être sa 3e ou 4e. Et ça fait 1 an maintenant. Donc voilà, vaut mieux toujours en avoir une de secours. Ça aussi, c'est un budget. Hein, tout est un budget de toute manière. Hein. Et je vous conseille de faire la moitié le soir, la moitié le matin. Pourquoi? Parce que vous avez vu, en tout, il y aura 4 couches de vernis. Et en fait, très souvent, ça sèche pas bien. Et du coup, après, il y a tout qui se barre, ça fait machin, il faut tout recommencer. Donc moi, ce que je faisais, c'est que c'est moi qui lui mettais à chaque fois les vernis. Je lui mettais la couche transparente et une couche de couleur le soir. Et le lendemain matin, je remettais une couche de couleur et je mettais la couche du top coat. Voilà, pour que ça ait bien eu le temps de sécher en fait. Même si t'attends 1 heure, des fois t'as l'impression que ça sèche pas. Ils disent oui mais il faut mettre un petit peu, machin, mais même en mettant un peu, enfin il y a un moment faut quand même en mettre quoi. Donc voilà. Mais des fois j'ai mis tout d'un coup et ça a été, hein, mais j'attendais, je mettais 3 heures quoi du coup à lui mettre les 4 couches. Donc essayez de faire des couches fines pour que ça sèche plus rapidement. Alors parfois, l'oncologue demandera à ses patients de mettre que la couche transparente. Donc du coup, moi ça c'est quelque chose que je notais sur l'emploi du temps parce qu'en fait il veut voir l'état des ongles. Et donc ma mère elle se faisait engueuler quand elle avait quand elle avait tout fait quoi. Donc à chaque fois du coup la veille je lui enlevais et je lui remettais que des couches transparentes. Donc c'est très important pour préserver ses ongles parce que pendant une chimiothérapie les médicaments en fait ils détruisent les cellules cancéreuses mais ils détruisent aussi les bonnes cellules. Et c'est la kératine je crois au niveau des ongles où enfin bref, et du coup les ongles vont noircir, ils vont se dédoubler, ils peuvent même tomber. Ça c'est en fait pour limiter la casse. Donc ma mère elle a eu les ongles qui se sont dédoublés, elle a eu les ongles qui ont noirci fortement, mais en ayant mis ça tout le temps. Alors imaginez si elle avait pas mis tout ça, elle aurait plus d'ongles. Hein. Et ça il n'y a pas de prescription, c'est pas remboursé. Et aussi vous pouvez certains soirs laisser respirer les ongles et donc ne rien mettre, dissolvant, hop, laisser respirer une nuit et dès le lendemain matin on remet le vernis. Vous avez compris que ce soit pour les mains ou les pieds, il faut absolument éviter la lumière. Donc si par hasard elle n'a pas de vernis pour X raison, on protège en mettant des gants. Si vous sortez ou... Moi j'étais un peu parano, hein. Moi quand j'ai des règles à respecter, moi je les respecte à la lettre. Donc c'est à dire que si une fois je me souviens je l'ai chopée, il y avait du soleil et elle était là par la fenêtre comme ça. Et je lui dis hop, moi j'ai fermé les rideaux, tout. Je lui dis tu mets des chaussettes, tu mets des gants, mais là t'as pas de vernis sur toi. On devait justement mettre le vernis. Donc voilà. Mais il faut vraiment faire attention. Et donc chaussettes pour les pieds. On gardera du coup cette habitude longtemps après la fin de la chimiothérapie. Hein. C'est pas genre la chimio elle s'arrête, hop les ongles ils vont bien. Non, il y a un après-coup. Hein. Voilà. Du coup au niveau de l'hydratation, alors c'est minimum 2 fois par jour. On hydrate les mains et les pieds. Le mieux c'est 3 fois par jour. Alors moi je sais que le soir c'est moi qui le faisais à ma mère parce que sinon elle le faisait pas. Le matin c'est elle qui le faisait, mais les pieds si elle avait trop mal ou quoi c'est moi qui le faisais. Et l'hydratation doit se faire avec des crèmes et encore une fois pas n'importe lesquelles. J'ai une crème de main qui lui restait, c'est celle-ci. Chez Paris, qui est très bien. Naissance, c'est du beurre de karité brut. Donc du vrai beurre de karité. J'ai acheté sur naissance.com, donc c'est du beurre de karité brut non raffiné, donc c'est très bien, ça vient du Ghana, il me semble celui-là. Et crème pour les pieds, je lui avais acheté sur Natural Cosmetics. Je lui en achetais toujours par 2, toujours avoir un pot de crème ou autre de secours. Parce que vous voyez la taille des pots pour la main là, enfin le tube il est quand même, ça va vite quoi.
Et ça c'est très important parce que la chimiothérapie elle assèche très fortement la peau et il y a certaines femmes qui se retrouvent avec un syndrome qu'on appelle le syndrome main-pied, qui est un syndrome extrêmement douloureux où en fait la peau va se détacher, la peau va peler et peut carrément se détacher en forme de gants et en forme de chaussettes quoi, enfin c'est impressionnant quoi et c'est très 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 douloureux, il y a des brûlures, il y a des... enfin voilà c'est horrible. Pour limiter ça, il suffit tout simplement d'hydrater tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que je vous dis, avant de démarrer la chimio, vous pouvez déjà vous hydrater à fond. Donc encore une fois, ça sert à rien d'attendre que le pire arrive alors qu'il y a des solutions pour l'éviter. Et on masse évidemment bien pour que la crème elle pénètre, c'est pas juste je pose comme ça, non, on masse bien. Donc ça prend du temps. Et on vérifie, t'as mis ta crème pour la main, t'as mis ta crème pour les pieds, voilà. Ensuite, pour toutes les activités ménagères, enfin activités, les tâches ménagères plutôt, c'est pas forcément un kiff. Il faut par exemple si elle veut faire la vaisselle, il faut qu'elle ait des gants et des gants assez épais, des gants de vaisselle. Faut surtout pas que sa peau soit en contact avec de la javel, avec du produit vaisselle, produit ménager, voilà, faut des gants de protection. Ensuite, si elle veut un peu cuisiner et autres, encore une fois il faut qu'elle porte des gants parce qu'elle peut très facilement se couper avec un couteau tout bête, ah c'est rien mais hop, goutte de sang. En gros on évite en vrai qu'elle cuisine, vaut mieux. Et si elle doit couper quelque chose, qu'elle vous appelle. Au moins vous coupez pour elle et voilà. Pour les pieds, il faut absolument qu'elle porte des chaussures qui lui soient très confortables. Personnellement, ma mère elle a les pieds assez larges, du coup je lui ai acheté 2 paires de chaussures de la marque Tamaris, la gamme Pure Relax. C'est une gamme en fait qui est hyper pure relax, c'est voilà, c'est super bien. Et là, cette marque là, ils sont quand même connus pour le fait que pour les pieds larges, enfin c'est voilà, c'est assez large. Et la gamme Pure Relax, franchement, on est super bien dedans. Je lui ai acheté sur Zalando. Je vous conseille énormément Zalando. Même si vous vous êtes trompé dans la taille, vous vous renvoyez et vous recommandez l'autre paire. Et le remboursement se fait très rapidement. Franchement, ce site, il est top, Zalando. Je lui ai donné aussi mes Uggs, vu qu'on était en hiver. J'avais une paire, du coup, je lui ai offert. Et confort garanti. Alors, ça coûte cher, hein, des Uggs. Mais au moins elle est super bien dedans quoi, et ça lui tient chaud parce que voilà, faut pas qu'elle ait d'engelure, etc. Et donc des chaussures confortables où elles soient pas trop serrées pour éviter qu'il y ait des frottements en fait. Aussi quand elle sort, alors ça c'est pour l'hiver du coup, là l'hiver arrive, faut qu'elle porte toujours des gants, pareil pour éviter la sécheresse, pour éviter les crevasses, les engelures. Je vous conseille aussi, moi j'avais commandé sur le site même des masques pour les pieds et les mains. Ça se présente comme ceci en fait. J'en ai acheté plusieurs au cas où ma mère développerait le syndrome main-pied. Elle l'a pas eu, Dieu merci, mais du coup ça lui a servi, enfin ça lui sert à un moment de détente ou quoi, voilà. Ça, pareil, c'est un certain prix, mais voilà, je voulais vraiment qu'elle ait tout, qu'elle soit le mieux, je voulais vraiment la chouchouter. Très important, les mains et les pieds ne doivent jamais être exposés à une source de chaleur. On oublie les bains d'eau chaude, les bains de pieds avec de l'eau chaude. Pareil la douche, pas mettre la douche, l'eau bouillante, l'eau très chaude, on met l'eau tiède ou un petit peu plus que tiède histoire de ne pas avoir froid, mais voilà, faut faire attention. Et c'est pareil pour le soleil c'est l'ennemi numéro 1. Il ne faut pas, l'ennemi numéro 1, non il y a les gouttes de sang en numéro 1 je pense. Mais du coup c'est pareil pour le soleil, on évite au maximum, il faut pas bronzer, il faut acheter de la crème solaire écran total, donc qu'elle se tartine le corps si c'est l'été, s'il y a du soleil, même l'hiver, vraiment tout le temps, il faut vraiment qu'elle protège sa peau. Et même longtemps après la fin du traitement. Et qu'elle porte l'été un chapeau, des chemises en lin qui soient longues. En gros, il faut vraiment recouvrir toutes les parties du corps, c'est vraiment très important. Alors pour le visage, c'est pareil, hydratation matin et soir, et encore une fois, pas avec n'importe quelle crème. Celle de ma maman, bon, il y en a plus, mais c'était la Eyes Cosmetics. Eyes Care Cosmetics. Pour le démaquillage, il me semble que j'avais acheté le démaquillant de La Roche-Posay pour ma maman. En tout cas, si elle se maquille, il faut qu'elle vire tous ses produits de beauté avec des cochonneries dedans, hein. Le but c'est pas de s'étaler de la merde, donc qu'elle achète des produits de beauté le plus naturel possible. Ce que je conseille c'est les pains sur gras.
Donc les pains sur gras, moi j'en ai acheté de 2 marques, Aven et La Roche-Posay, c'est un savon en fait. Donc c'est avec ça du coup qu'elle se lave les mains. C'est des savons spéciaux, c'est les savons pour les personnes qui ont des peaux atypiques, très sèches, des problèmes de peau, d'allergie et tout. Donc c'est très conseillé d'utiliser ça pour se laver les mains. Et du coup, elle se lavait le visage aussi avec ça. Et donc quand elle se maquillait, très souvent elle se démaquillait avec ça. Par contre, je vous conseille le pain sur gras de La Roche-Posay et non pas celui de Aven qui a une texture qui est pas agréable. Pour l'avoir personnellement utilisé, ça s'effrite un peu, ça fait un peu sableux, j'aime pas du tout. Alors que celui de La Roche-Posay, c'est tout doux. Franchement, j'ai jamais autant kiffé me laver les mains. Donc vraiment, je vous conseille celui de La Roche-Posay. Et pour terminer au niveau du visage, on met en illimité du baume pour les lèvres. Moi j'avais acheté le Dermophile indien, c'est quelque chose comme ça il me semble. Voilà, et il faut que toute la journée, dès qu'elle y pense, hop, elle se met, parce que pareil, la chimio c'est une sécheresse de la peau, et donc bah, faut protéger de ça les lèvres, donc voilà, qu'elle ait tout le temps, achetez-lui 2-3 baumes parce que c'est le genre de truc qu'on perd très facilement, donc au moins il y en a toujours un de disponible. Maintenant, on va passer au corps de manière globale. Donc déjà, premièrement, le déodorant, c'est à bannir. On zappe le déodorant. Que ma mère a eu ce cancer du sein, j'ai arrêté les déodorants et en fait j'ai trouvé, c'est la marque Sanex. Voilà, c'est 0%, le même en stick. 0%, donc il n'y a ni alcool ni sel d'aluminium. Et les sels d'aluminium, ils sont connus pour favoriser les cancers du sein, c'est scientifiquement prouvé. Alors entre les deux, moi je vous conseillerais le stick que j'avais utilisé il y a plus de 10 ans. Je me souviens, j'étais au lycée et j'étais pas du tout fan, j'aimais pas, je trouvais que ça marchait pas. Et là, franchement, là, ça marche trop bien, ils se sont à mort améliorés et je trouve qu'il est beaucoup plus efficace que tous les autres déodorants que j'ai l'habitude d'acheter. Moi je prenais des Narta, des Dove, des choses comme ça. Et le Pchit, je trouve qu'il marche un peu moins bien. Je suis moins fan, je trouve que l'effet est top au niveau des sticks. Les personnes en chimiothérapie, je ne sais pas si elles peuvent, même avec le 0% de sel d'aluminium, alcool. Généralement les oncologues ils disent pas de déodorant. Donc moi franchement je préférerais vous dire de pas de déodorant quoi. Franchement à moins que ce soit un truc vraiment hyper naturel parce que bon bah là je vais dire la notice, il y a quand même des choses où je saurais pas vous dire ce que c'est et donc quand on sait pas ce que c'est que voilà, isobutane, butane, propane, enfin ouais non, on va pas se foutre ça. Donc déodorant, pas de déodorant, mais une fois qu'elle aura fini son traitement, là elle pourra utiliser quelque chose comme ça et elle peut demander l'avis aussi de son oncologue. Pour le corps, sinon c'est très important que la personne en chimiothérapie soit à l'aise au quotidien. C'est-à-dire qu'elle doit être dans des vêtements amples. Faut pas qu'elle soit serrée, étriquée, surtout si en plus elle a des problèmes de peau pendant la chimio. Donc faut vraiment qu'elle soit à l'aise. Personnellement, moi j'ai acheté, j'ai refait la garde-robe de ma maman, de tout ce qui est jogging, gilet, pour traîner à la maison en fait, pyjama, donc je lui ai acheté des pilous, vous savez, c'est des choses, c'est de la moumoute, c'est toute douce et très chaude. Des pantalons, elle aime bien les jogging, vous savez, qui ne serrent pas à la cheville, là, où il y a un élastique. J'ai eu du mal, mais j'en ai trouvé à CA, j'ai trouvé à Damar. Des chaussettes en coton, des culottes en coton, ça c'est très important aussi en chimiothérapie. Donc voilà, je lui ai acheté plein de choses comme ça. Et donc aussi c'est un budget. Moi il n'y avait pas les soldes au moment où j'ai tout acheté. Mais encore une fois, la santé ça n'a pas de prix. Et c'est le moment de chouchouter la personne que vous aimez et elle le mérite. Elle le mérite, voilà. D'ailleurs, le jour de la séance de chimiothérapie, il faudra toujours porter un haut qui est ample et en fait la personne elle a un cathéter. Donc ça dépend de sur quel sein, soit ici, soit ici. Alors je sais pas s'il y a des cancers du sein des deux seins. Mais bon, on va dire que le cathéter va être là. Et donc en fait c'est là où ils vont brancher, ils vont perfuser. Et en fait ça évite de repiquer à chaque fois la personne parce que c'est assez douloureux, ça peut être douloureux. Donc du coup elle l'aura tout au long de la chimiothérapie ce cathéter. Et donc comme ça ils ont juste à brancher à chaque chimio et pour que le produit passe. Et en fait pour éviter, il faudrait un vêtement qui soit où elle peut baisser comme ça en fait.
Éviter les cols roulés, là comme j'ai, plutôt un pull à col en V ou une chemise qui peut s'ouvrir, quelque chose où elle peut voilà, pas être à poil et avoir froid, voilà, quelque chose qui peut facilement se baisser et pas le col roulé tout serré et tout. Là elle sera obligée d'enlever son pull en fait. Pour les lessives, c'est important d'utiliser une lessive hypoallergénique. Donc nous on a acheté celle de Le Chat. Le chat hypoallergénique, voilà, parce que encore une fois, il y a beaucoup de femmes qui vont avoir des problèmes de peau, des allergies, plein de choses qui vont, voilà, et donc autant limiter, enfin anticiper encore une fois en achetant de la lessive hypoallergénique. Je lui ai acheté aussi un kit de serviettes, donc pour les mains, le visage, le corps, parce que en fait, vous savez, souvent on traîne un peu nos vieilles serviettes de bain, de douche, et qui deviennent avec le temps assez rêches. Et donc ça peut frotter la peau, voilà. Et voilà, il y a des femmes qui ont vraiment la peau qui devient douloureuse et donc il faut vraiment quelque chose de doux. Ça après, je vous donne pas le site sur lequel j'ai acheté parce que j'ai pas été satisfaite des produits. Mais au final j'ai retrouvé des vieilles serviettes qui elles étaient encore douces, donc voilà. Mais là, moi, voilà, il faut regarder par rapport au grain, je sais plus, le grammage, des choses comme ça. Pourtant j'avais regardé, c'était censé être bon, c'était made in Portugal. Je me suis dit ça change du made in China, made in Taïwan et tout. Mais j'ai pas été satisfaite malheureusement, donc je préfère pas vous partager le site. Pareil pour un peignoir aussi. Moi je sais que souvent ma maman, voilà, quand elle prenait sa douche, dès qu'elle sortait, hop, je lui donnais je l'attendais avec son peignoir et tout. C'était ma reine, hein. C'était ma petite reine, je la chouchoutais. Pareil, un peignoir qui soit doux et pas rêche. Donc évitez aussi, vous savez, le sèche-linge, des fois ça c'est pas top. Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié de dire, évitez aussi les adoucissants du coup. Sauf si vous trouvez un adoucissant hypoallergénique. Nous on n'a pas utilisé, j'utilisais juste la lessive. Au niveau des gels douche et crème hydratante, donc encore une fois on hydrate toujours après la douche, mais le mieux c'est toujours 2 voire 3 fois par jour, mais au moins obligatoirement après la douche. Et on lésine pas sur la quantité, hein. C'est pas grave, s'il faut racheter des pots, faudra racheter des pots. Là j'en ai 2 à guise d'exemple, donc c'est un Bioderma et un Aven. Un Bioderma et un Aven. À faire voir à la caméra, c'est un peu chiant. Et donc pareil, vous vérifiez, t'as bien mis ta crème pour le corps, etc., etc. Et vraiment c'est important parce que plein de fois elle te dit oui ça j'ai fait, oui ça j'ai fait, oui ça j'ai fait, mais il y a un moment donné, il y a un non. Et t'es là, ah oui, et je vous conseille aussi d'acheter, alors nous on en avait un, mais d'acheter un tabouret, ou si vous avez un tabouret en plastique, je saurais pas comment expliquer, mais en fait c'est pour qu'elle puisse s'asseoir dans la douche. Alors elle nous dit oh non c'est bon machin et tout. Et au final, la première semaine, ça lui servait à fond. Ça lui permettait de s'asseoir et au moins ça évitait, parce que moi j'étais un peu en stress, qu'elle fasse un malaise dans la douche, qu'elle glisse, qu'elle tombe. Voilà, elles sont affaiblies. La chimio, c'est des traitements quand même qui sont lourds. Donc je pense que c'est quelque chose de bien. Donc un tabouret en plastique avec 4 pieds. Et elle s'asseyait et c'était parfait pour elle. Maintenant, on passe au 4e point. Alors, le 4e point, c'est l'alimentation. Donc la première règle importante, c'est on bannit le sucre. Le sucre, on le bannit. Donc il y a beaucoup de médecins qui vont vous dire que vous pouvez vous faire plaisir dès que vous vous sentez mieux et tout, vous mangez du chocolat, du Nutella, bref, ce que vous voulez. Moi je fais pas partie de cette team. Moi je suis convaincue que les cellules cancéreuses, ce qu'elles aiment c'est le sucre et donc qu'il faut bannir le sucre. Et bannir le sucre ne veut pas dire régime cétogène, parce que le régime cétogène, c'est on bannit tous les sucres. Ça, non, c'est dangereux, il faut pas le faire d'un coup comme ça. Ça va avoir des effets vertige, malaise, non. Moi, je parle vraiment de bannir tous les sucres déjà rapides, donc tous les gâteaux, les brioches, le chocolat, le Nutella, tout ce qui est industriel, les sodas, les jus de fruits, pareil. Voilà, ça, on bannit. Pareil pour certains fruits qui sont très sucrés, alors vous pouvez lui donner par exemple de la pomme, de la poire qui sont sucrés naturellement, mais évitez de lui donner de la banane ou du raisin
des fruits qui sont extrêmement sucrés. Par contre, dans la pomme de terre, il y a de l'amidon, c'est du glucose, bien sûr qu'elle peut en manger. Voilà, on n'est pas dans un régime cétogène. Voilà, il y a psychopathe et psychopathe. Ensuite, la deuxième règle importante pour l'alimentation, c'est qu'on bannit tout complément alimentaire. Donc tout ce qui est complément, vous savez, naturel, du curcuma, des choses comme ça, les huiles essentielles aussi. Il faut tout arrêter parce qu'en fait il y a des interférences avec le traitement de chimio. Et normalement ça les médecins vous le diront. Donc tout ce qui est homéopathie et tout, on ne prend rien. Si vous voulez prendre de la vitamine C ou des choses comme ça, c'est toujours avec l'ordonnance du médecin, c'est le médecin qui vous autorise ou pas. Mais si vous prenez des choses, vous arrêtez tout et vous demandez à votre médecin, ça c'est très important. La règle numéro 3, c'est qu'il faut boire énormément d'eau, donc 1,5 à 2 litres par jour. Par petites gorgées tout au long de la journée évidemment, parce que même l'eau ça peut lui donner envie de vomir. Donc des petites gorgées, mais assurez-vous qu'elle boit au moins 1,5 litre, tisane comprise. Hein. Avant-dernière règle importante, c'est ne surtout pas arrêter du jour au lendemain le café. Ma mère, elle a eu des mal de crâne horribles au point limite d'en pleurer. Du coup, moi j'avais appelé le service pour leur dire que voilà, c'est pas possible, elle en peut plus. Et ils ont dit que non, la chimiothérapie ne donne pas des mal de tête. Donc on n'a pas eu plus d'infos. Et ils lui ont dit qu'elle prenne un Doliprane. Donc ma mère a pris du coup un Doliprane. On n'a pas pensé comme ça parce que c'est vrai quand t'es en chimio, il faut éviter de prendre des médicaments, on sait jamais, il vaut mieux quand même les appeler et demander est-ce que j'ai le droit de prendre du Doliprane ou autre. Là du coup ils l'ont autorisé à prendre un Doliprane et ça s'est plus ou moins diminué le mal de tête. Et en fait on a compris d'où venait le mal de tête, c'était du café. Sauf qu'elle avait des nausées, des vomissements tout le temps, elle pouvait pas boire de café et c'est déconseillé quand on a ce genre de problème au niveau des nausées, il faut pas boire de café. Et en fait du coup elle buvait seulement 3 gorgées le matin de café, ce qui faisait qu'elle n'avait plus mal au crâne. Et donc c'est comme ça qu'on a trouvé que, enfin voilà quoi, elle avait un mal de crâne mais de ouf. Elle buvait une petite gorgée de café, mais 5 minutes après elle a plus mal au crâne. Donc voilà, si vous buvez énormément de café et que vous arrêtez d'un coup, si vous avez un mal de tête, voilà, c'est peut-être à cause du café. Donc continuez à en boire, ça peut vous soulager et ça sera mieux que de prendre un Doliprane du coup. Ensuite, on bannit certains aliments qui vont favoriser l'apparition de d'aft. Ça, ma mère n'a pas été sujette aux aftes, alors est-ce que c'est parce que j'ai fait attention avec les bains de bouche et à ce que je lui donnais à manger? J'espère que ça a joué, hein, j'espère que voilà. Ou peut-être que c'est simplement de la chance, je ne sais pas. En tout cas, il faut bannir tout ce qui est... Alors, j'ai noté ananas, gruyère, aliments acides, donc tout ce qui est agrumes, citron et tout. Les aliments épicés, les aliments durs et secs comme du pain, les noix, tout ce qui est les graines, les amandes, les noix. Vraiment pour limiter le risque d'apparition d'aftes qui peuvent vraiment pourrir la vie du malade. Et il y a beaucoup de femmes qui développent ça pendant les chimiothérapies et c'est des aftes, c'est des fois plusieurs centimètres quoi l'aft, hein, c'est horrible. Après il y a plein de choses que la personne pourra prendre, faudra se renseigner comme en pharmacie. Moi du coup je peux pas vous donner de référence vu qu'on n'a pas eu ce problème là. Alors maintenant, si elle a des nausées, alors les choses qui peuvent aider, alors c'est des choses que j'ai faites pour ma maman, mais ça n'a pas évité qu'elle ait vomi, qu'elle avait des nausées atroces les premiers jours. Voilà, c'était comme ça à chaque chimio, mais je me dis que peut-être ça a limité la casse, qu'elle aurait pu être encore pire. Donc là je vais vous lire, du coup j'ai tout écrit. Donc on privilégie toujours des aliments froids et tièdes qui ne puent pas. Des aliments lisses et épais comme de la soupe, de la purée, de la semoule. D'ailleurs j'ai acheté ça sur le site Alternativi, le même site où j'avais acheté la brosse à dents. J'ai acheté un mug avec une paille, donc des fois quand elle avait trop de nausées et que les odeurs elle supportait pas, je mettais sa soupe à l'intérieur et elle avait juste à boire et comme ça, le fait que ce soit fermé, elle n'a pas à sentir l'odeur. Voilà, c'est comme ça. C'est la marque Clean Canteen. Et par contre, faites attention, très attention, je m'en suis voulu à mort. Une fois, je lui ai mis son thé ou de la soupe, je sais plus.
et en fait c'est isotherme. Donc du coup elle, je lui ai donné et elle a aspiré et elle s'est brûlée quoi. Et je me suis dit ah putain. J'essaie de faire attention de ouf et c'est comme ça qu'elle va se brûler la langue, qu'elle va se faire un aft. Dieu merci, elle a rien eu. Mais faites attention du coup. Moi, ce que je faisais quand je faisais une tisane ou de la soupe, je laissais refroidir. Et une fois après, je touchais. Et une fois que je voyais que c'était tiède, là, je mettais dans le mug. On privilégie aussi pendant les nausées qu'elle mange des aliments très caloriques, à haute densité calorique. Donc par exemple de l'avocat, des épinards, des choses qui vont lui donner de l'énergie, de la force, des lentilles. Pardon, j'ai oublié de vous dire pour le gel douche, moi j'avais pris la Lipicar de La Roche-Posay pour ma maman, voilà. Et sinon vous pouvez aussi utiliser les pains sur gras pour laver le corps. Donc du coup, revenons à l'alimentation. Quand vous cuisinez pour la personne, il faut pas de graisse, donc pas de beurre, pas d'huile. Si vous voulez ajouter de la matière grasse, c'est après la cuisson. Et vous laissez fondre le beurre ou voilà. Une astuce, et ça c'est ma mère le faisait, enfin je le faisais du coup, c'est de diviser les repas en plusieurs petits repas. Elle, ma mère, c'était en 6 petits repas dans la journée. Alors vous allez me dire oh là là machin, mais en fait quand ils ont ces nausées, des vomissements et tout, ils mangent très peu. C'est genre elle va manger ça quoi. C'est vraiment des portions, même un bébé mange beaucoup plus parce qu'elle peut rien avaler. Et pour le choix des plats, bien évidemment c'est elle qui décide. Il faut lui demander des aliments qu'elle adore, elle pourra pas. Donc voilà, nous très souvent c'était des pommes de terre que je faisais bouillir dans de l'eau, sans sel, sans rien, et que j'écrasais ensuite pour un peu faire une sorte un écrasé de pommes de terre, et avec un petit peu d'épinards. Et parfois elle prenait de l'avocat et elle se forçait compote de pommes, pareil que je faisais fondre dans une casserole avec de l'eau ou de la poire, enfin voilà, mais elle pouvait quasiment rien avaler. Pareil, le pain, on lui achetait du pain de mie, elle voulait du pain de mie mais qu'on achetait en boulangerie. Elle prenait vraiment, elle picore, c'est vraiment des petits bouts parce que vraiment ils peuvent rien avaler. Donc vraiment demandez-lui ce qu'elle veut. Voilà, ça va pas être de la grande cuisine. Il faut qu'elle mange lentement et que 30 minutes après avoir mangé, qu'elle maintienne la position assise. Apparemment ça aiderait. Il faut pas qu'elle boive avant de manger, toujours après. Et on oublie évidemment les aliments donc épicés qui sont frits, les aliments gras, les vinaigrettes, les choses comme ça, les agrumes et tout. Si elle vomit, il faut tout de suite faire ensuite après brossage de dents et bain de bouche. Très important. Et pour remanger, il faut attendre, on dit souvent qu'il faudrait attendre 2 heures avant qu'elle remange. De toute façon, une fois qu'elle a vomi, c'est pas le premier truc qu'elle a envie de faire, c'est pas forcément de manger, mais qu'elle attende parce que souvent après elle va remanger, elle va revomir après, donc c'est pas bénéfique. Donc attendre toujours 2 heures après le dernier vomissement pour la faire remanger. Et n'oubliez pas vraiment le bain de bouche et se laver les dents. Pour soulager, on peut boire à volonté de la tisane, pas de thé, hein, de la tisane. Moi j'ai acheté citron gingembre. Alors j'en ai tellement fait à ma mère qu'à un moment donné elle pouvait plus. Ça lui donnait envie de vomir aussi. Elle me dit ah non j'en veux pas de ta tisane de merde là. Vous pouvez saupoudrer avec du gingembre ce que vous faites à manger pour elle. Donc pas non plus mettre la dose parce que ça peut être fort. Maximum c'est on dit une demi-cuillère à café par jour de gingembre en poudre. Aussi vous pouvez acheter, moi j'ai acheté de la menthe poivrée, donc en huile essentielle, et je mettais 2 gouttes sur un mouchoir et je la faisais inhaler et je lui disais et je la laissais à côté de son coussin pour qu'elle puisse sentir voilà quand elle était allongée. Et n'hésitez pas, si c'est comme pour ma maman, elle a commencé, elle est rentrée de chimio vers midi 13h. Elle se sentait bien, machin, tatati tatata, elle était contente et tout, elle était rassurée. Et en fait, les symptômes, les effets secondaires ont commencé à 17h. Elle a commencé à vomir de 17h jusqu'à 1h du matin non-stop. J'ai jamais vu quelqu'un vomir comme ça non-stop. Donc après, elle vomissait de la bile. Et là, je me suis dit, ça va être comme ça pendant 6 mois, parce qu'elle avait 6 mois de chimiothérapie. J'ai dit, moi, je pourrais pas. Enfin, c'était horrible. C'était horrible. C'était une période très compliquée, surtout les débuts. Après, on est habitué. Donc, n'hésitez pas à contacter l'hôpital pour leur dire que ça ne va pas au niveau des nausées, des vomissements. Et du coup, ils vont donner un traitement spécifique. Parce qu'en fait ils vont pas me donner, moi je dis pourquoi vous nous avez pas dit ça avant, mais ils disent oui mais il y a des femmes qui n'ont pas ces nausées là ou pas autant, qui ne vomissent pas,
donc ça va pas être de manière automatique. Donc il faut vous déclarer entre guillemets, et là ils vont augmenter les antinauséeux. Et ma mère, on lui a augmenté, ça ne marchait toujours pas, du coup elle a carrément eu des perfusions à domicile, où une infirmière venait la perfuser. Là non plus, il y avait toujours, ils ont dû augmenter les doses des perfusions, et là ça commençait à aller mieux. Mais il y avait quand même des fortes nausées, mais ça lui faisait arrêter de vomir. Donc voilà, c'est vraiment, chaque cas est différent, donc n'hésitez pas à dire les choses au service concerné. Il faut pas laisser la personne dégueuler et avoir des nausées, non, 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 il y a des solutions, donc voilà. Pour au moins que ce soit un peu plus supportable pour la personne. La 5e chimio de ma mère, ça n'a rien à voir avec la première ou la deuxième qu'elle a faite. Ah oui, d'ailleurs, ça on dit souvent, chaque chimio est différente, c'est très vrai. Souvent les 2 premières c'est les plus difficiles. Pour ma maman ça a été la première, mais ensuite entre chaque chimio généralement il y a 3 semaines d'espace. C'est la première semaine la plus dure, ensuite les symptômes après c'est la fatigue, voilà, psychologiquement aussi, des petites douleurs et tout, mais c'est large, enfin voilà, ça va. Après avoir vécu l'enfer pendant une semaine, on revit. Mais encore une fois, l'enfer, c'était des nausées et des vomissements, mais il y a des femmes qui ne sont pas sujettes à ça, donc qui vont être sujettes à d'autres choses. Si elle a de la constipation, alors il faut manger des fibres, fruits, légumes cuits ou crus, frais ou surgelés, donc courgettes, épinards, compote de pommes, pruneaux, haricots verts, choux, poireaux, etc. On bannit le riz, les carottes cuites et la banane, qui sont connues pour constiper. Et si au contraire elle a de la diarrhée, on mange du riz, des pâtes, pommes de terre à la vapeur, carottes, bananes, fromage à pâte cuite, biscottes. On bannit tout ce qui est légumes et fruits crus. Les légumes verts cuits aussi, on les bannit, les fritures, la charcuterie, les laitages, les fromages frais et laitages, les boissons glacées, les sodas, les jus de fruits on bannit, charcuterie on bannit en cas de diarrhée. Alors on arrive enfin au 5e point, et restez, il y en a 7 en tout, donc on arrive sur la fin. Donc le 5e point c'est le sport. Alors il faut absolument qu'elle ait une activité physique. Donc quand je dis activité physique, surtout pendant la chimiothérapie, c'est qu'au moins elle marche 30 minutes par jour, au moins. Alors pour la chimiothérapie, quand elle a sa séance, généralement les effets secondaires commencent 2-3 heures après. Donc elle peut déjà commencer un peu à marcher, mais faut pas qu'elle soit seule. Parce que ma mère, elle allait au marché, elle allait machin, elle pensait que machin, et en fait pas du tout. Donc ce que je veux dire par là, c'est ne laissez pas la personne aller faire des courses toute seule en voiture ou quoi, et qu'elle se sente pas bien au milieu de l'autoroute, et enfin voilà quoi. Parce que quand ça frappe quoi. C'est d'un coup, on le sent pas forcément venir. Donc le mieux après la séance de chimio, c'est de rentrer tout de suite à la maison et de venir la chercher en voiture. Pour la marche du coup, dès le lendemain, moi je forçais ma maman à aller marcher, donc c'était très difficile, mais voilà, faut motiver. Alors au début on commence juste 5 minutes, on fait le tour du pâté de maison, et plus les jours passent, plus les effets secondaires diminuent, et donc plus elle pourra marcher longtemps, et ensuite 40 minutes, 1 heure, des fois 3 jours après la chimio, elle se sentait pas bien, mais elle allait quand même, et elle se forçait à marcher 40 minutes, et il faut que ce soit de la marche rapide. Sauf quand elle est blanchâtre, limite elle est grise, enfin voilà, je la tiens le premier jour, le deuxième jour, voilà, on fait le tour de pâté de maison, et elle voit juste d'avoir de l'air frais, ça lui fait un peu du bien. Je lui dis maman, au pire c'est pas grave, tu t'allonges, tu t'assois par terre, je mets mon manteau, comme ça t'as pas de microbes et tout, tu t'assois dessus, tu vomis, on s'en fout des gens qui te regardent ou quoi, mais il faut que tu marches. Sinon ensuite c'est sport à volonté, donc ça peut être de la marche nordique, ça peut être du renforcement musculaire à la maison, sur un tapis, du vélo elliptique. C'est très important, très important. Il faut savoir que le sport fait vraiment la différence. C'est scientifiquement prouvé parce que ça oxygène les tissus. Or, quand on a un cancer, les tissus ne sont plus oxygénés. Donc c'est très important, et même pour la récidive. Ça diminue. Alors attendez, j'ai noté. Pour 3 heures de sport par semaine, on réduit de 20% les risques de récidive. Et si on fait plus d'heures de sport, le pourcentage de réduction du risque de récidive du coup continue à augmenter. Donc en gros, si tu fais 9 heures de sport, j'avais vu, ça diminue à plus de 50% le risque de récidive. Enfin, c'est énorme. Donc il est grand temps vraiment de changer son mode de vie.
qu'on soit gros, qu'on soit machin, on s'en tape, tu fais du sport. Maintenant, il n'y a plus le choix en fait. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui se tiennent à ça 1 an après qu'elles soient en rémission du cancer. Et en fait, plus les années passent, après, plus les mauvaises habitudes reviennent et elles se relaissent aller. Et puis hop, il y a une récidive et après, là, t'as plus que tes yeux pour pleurer. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me fait énormément peur, c'est la récidive. Pour moi, récidive, ça veut dire que c'est la mort. Parce que récidive, ça veut dire que y a des cellules cancéreuses qui n'ont pas été éliminées. Il y en a eu quelques-unes qui sont restées et du coup, forcément, elles ont migré. Et donc, qui dit migration, dit métastase, dit truc cancer généralisé et tout. Enfin, généralement, les récidives, c'est pire que le cancer original. Enfin, vous m'avez compris. Comprise. Du coup, moi, ça, c'est ma hantise. Et donc, du coup, faut vraiment faire du sport. Et ça, ma maman, elle a du mal. Elle s'y est toujours pas mise. Et tous les jours, je lui répète, demain, je vais la tuer. Demain, je vais la tuer. Ma mère, elle a jamais fait sport de sa vie. Elle est en surpoids. Elle se rend pas compte. Et je lui dis, c'est égoïste. Il y a un moment donné, il faut se bouger le cucu. Faut se bouger, ça peut te sauver. Dans 3 ans, on peut te dire le cancer est revenu, ça a migré, là, on te donne 3 ans de vie en fait. Juste parce que t'as pas été courir, t'as pas machin. Et c'est pas juste de la marche, j'ai marché, regarde, j'ai fait 10 000 pas. Alors ma mère, c'est ça. Regarde, j'ai fait 10 000 pas. Non, il faut qu'il y ait le cœur qui travaille, il faut de l'endurance. Il faut que le cardio, voilà. Donc c'est vraiment important. On arrive au 6e point. L'avant-dernier point, du coup je l'ai appelé hors catégorie parce qu'en fait il y a un peu des choses, je savais pas trop où les mettre. C'est bon à savoir, c'est entre le 7e et le 10e jour après la chimio. Donc quand je dis après la chimio, c'est après une séance. Il est possible d'avoir des douleurs intenses dans le corps, terribles. Ma mère, elle en a pleuré. C'est la seule fois où je l'ai vue pleurer pendant la chimiothérapie. C'est une douleur qui frappe les os, c'est terrible. Et en fait, c'est quelque chose qui est normal. Sauf qu'on vous le dit pas, on vous le dit après coup, enfin quand vous appelez en panique. C'est un truc qui me semble par rapport à la moelle osseuse et les plaquettes sanguines. Je crois que les plaquettes sanguines elles se régénèrent dans la moelle osseuse, ou je dis peut-être n'importe quoi, mais voilà, il y a un truc comme ça. Et du coup, en fait, il suffit de prendre un Doliprane et hop, ça part. Alors bien évidemment, vous appelez avant de prendre un médicament, je ne suis pas médecin. Et c'est quelque chose, c'est comme ça, ils disent, chez beaucoup de femmes, c'est entre le 7e et le 10e jour. Et moi, ma mère, c'était tout le temps le 8e jour. Donc je notais, et en fait, dès qu'elle commençait à sentir les douleurs, elle reconnaissait direct, elle prenait un Doliprane, elle attendait pas d'avoir mal à mort, et le Doliprane l'a soulagée. Donc c'est bien d'être au courant s'il y a ça qui arrive pendant la nuit, comme nous ça a été le cas. Petit aparté, du coup la chimiothérapie généralement elle commence par le traitement EC et ensuite c'est le Taxol. Avec le EC, l'urine elle devient rouge plusieurs jours, c'est normal. Et donc c'est pour ça on dit de beaucoup boire et vous verrez que plus vous ferez pipi, le pipi aura une couleur normale, plus ça veut dire que le médicament est évacué en fait. Donc plus vous buvez, plus le médicament s'évacuera plus vite et du coup plus vous aurez les effets secondaires disparaîtront. Donc il faut boire beaucoup d'eau pour éliminer le produit. Et généralement c'est le traitement EC qu'on donne en premier, comme ce fut le cas pour ma maman, qui est le plus difficile au niveau des effets secondaires. C'est là où il y a en fait les nausées et les vomissements. Alors que le Taxol, les gens qui sont sujets aux nausées, il y a plus. Moi j'ai ma maman peut-être un tout petit peu de nausée, mais il y a rien à voir quoi. Vraiment. Ensuite, un autre conseil, c'est en tant que famille proche, amis, voisins, collègues, je vous conseille de prendre régulièrement des nouvelles de la personne malade, que ce soit par SMS ou par appel. Si elle vous répond pas, c'est pas grave, c'est qu'elle reçoit, soit elle est fatiguée, soit elle reçoit énormément de messages, donc le temps de répondre et tout, mais c'est quelque chose qui fait énormément plaisir. Même si elle répond pas, elle est juste trop contente, elle dit oh regarde si c'est beau ce qu'il m'a mis, oh regarde, oh regarde, oh regarde, et ça va vraiment lui faire énormément de bien. Et on dit souvent qu'après un tel combat, on fait le tri dans ses contacts en fait. Les gens que tu pensais être des amis ou des... en fait non, ils sont pas là pour toi et c'est des gens des fois que t'as vu, ça fait 2 ans que tu les as pas vus, ou un ancien collègue, qui vont prendre de tes nouvelles tous les jours, qui vont t'appeler tous les jours, qui vont t'envoyer un bouquet de fleurs,
Et c'est voilà, et vous verrez très certainement qu'il y a des personnes que vous rayerez de votre liste, des personnes même dans votre propre famille qui vous auront déçu. C'est pas grave, mais au moins vous savez, vous ferez plus, voilà, vous saurez avec qui vous devez être gentil, avec qui vous devez être généreux, voilà. De plus, un autre conseil, c'est n'hésitez pas à préparer des plats pour la famille qui accompagne le malade, parce que ça va vraiment les soulager. Si tout le monde prépare quelque chose, un jour par-ci, un jour par-là, un jour par-là, vraiment ça aide. Moi ça c'est quelque chose qui nous a un petit peu manqué. Mais voilà, parce que je m'occupais H24 de ma maman. J'avais aussi mes soucis, voilà, fallait que psychologiquement c'était difficile, fallait pas que je le montre, voilà, mon père il bossait, ma soeur elle était à la fac. Donc moi j'étais à la maison avec elle tout le temps, franchement j'ai l'impression d'avoir vécu aussi le cancer de manière différente, certes, mais voilà quoi, je l'ai vu de près. Et donc des fois je m'occupais de toutes les tâches ménagères et c'est vrai que le soir t'as plus l'énergie pour te faire à manger. Même quand la personne malade après va mieux et peut remanger un peu plus normalement, franchement ça aide, ça soulage. Ça serait voilà, une soupe, ne serait-ce une soupe, voilà, des choses, vraiment ça aide, donc faites-le, ne vous dites pas ça va servir à rien ou quoi. Si chaque personne fait une fois par semaine, ça fait déjà 7 repas dans la semaine, enfin vraiment voilà, n'hésitez pas à le faire. Par contre pour la personne malade, surtout quand elle est pas bien, ça sert à rien de lui faire parce qu'elle elle pourra pas manger ce que vous avez fait avec de la crème, ça pourrait être le meilleur plat au monde, elle aura ses aliments qu'elle supporte et c'est tout. Ça sera en fonction de son état et de ses envies. Ah oui, alors j'ai acheté une cloche pour ma maman sur le site Chasse-Marée. Ouais, c'est Chasse-Marée. Une très jolie cloche. En fait, c'était ma hantise, c'était que la nuit, elle se sente pas bien et que je ne l'entende pas m'appeler. Alors je dormais toujours avec mon téléphone portable. Je m'assurais toujours que son téléphone portable soit chargé et à côté d'elle. Pas trop près non plus pour les ondes, tumeurs au cerveau et tout. Mais j'avais peur en fait et du coup j'avais acheté ça. Et j'ai dit à ma mère, si tu te réveilles et que ça va pas et tout, tu la dégommes tu la dégommes la cloche et tout. Et au final en fait je pense que la vie est bien faite. J'avais pas un bon sommeil du coup. En fait dès qu'elle se levait, je l'entendais. Juste elle bougeait du lit, alors qu'on était à un étage de différence. Je me réveillais et j'étais contente de ça du coup, mais ça a montré que j'avais pas du coup un sommeil réparateur. J'étais toujours sur le qui-vive en fait, d'où que c'était une période très compliquée pour moi à vivre. À chaque fois je disais maman ça va, et elle essayait de te rassurer, oui oui ça va et tout. J'ai des nausées, hop, dans tous les cas elle avait toujours son seau qui était lavé, parce que le seau, vous allez laver le seau entre les brossages de dents, les vomis. Du coup je lui préparais toujours son seau, une serviette, du sopalin, voilà. À chaque fois je lui disais maman tu veux que je vienne et tout, et elle disait toujours non non rendors-toi, dors, ça va aller, t'inquiète pas. J'insistais et au bout d'un moment elle me disait bon d'accord. Finalement en fait elle appréciait que je lui tienne compagnie parce que les nuits peuvent être longues et puis au final elle s'endormait et puis après je retournais me coucher. Donc du coup voilà, ça peut être sympa. Là c'est la queen de la baraque. T'entends la cloche sonner, tu accours. Que ce soit en journée, la nuit, voilà. Et aussi à lui laisser de l'eau pour la nuit. Un petit aparté sur le Covid. Nous on est tombé vraiment en pleine crise Covid. C'était en novembre 2020 qu'elle a commencé la chimiothérapie. Donc bon l'histoire du vaccin, ça c'est propre à chacun. Moi ma mère elle a été vaccinée, elle n'a pas eu d'effet, voilà, il n'y a pas eu d'effet secondaire, peut-être une petite fièvre à la deuxième dose. Je pense que c'est conseillé, moi je conseillerais de se faire vacciner parce que quand on est en chimiothérapie, un simple rhume ça peut nous faire flancher. Donc le Covid j'imagine pas. Moi j'étais, en fait on était en vase clos avec ma maman. C'est moi qui m'occupais d'elle, vu que mon père et ma soeur voyaient quand même des gens, même s'ils portaient le masque, voilà, on voulait prendre aucun risque. Et du coup, on vivait un peu toutes les deux comme ça, c'était un no man's land. C'était pesant, même pour elle, elle pouvait pas aller dans les magasins, un peu se changer la tête, parce qu'il y avait toujours cette histoire de Covid qui faisait peur, il n'y avait pas encore de vaccin de sortie. Donc je pense que c'est important, enfin ça serait con de survivre à un cancer, de pouvoir survivre à un cancer et de mourir du Covid quoi.
Donc après c'est propre à chacun, mais je pense que voilà, il y a des personnes qui disent que quand on a le cancer, justement le vaccin ça détruit encore plus l'immunité. D'autres qui diront que justement l'immunité elle est tellement basse pendant une chimiothérapie que si la personne elle a le Covid, c'est chaud. Et donc du coup il vaut mieux qu'elle soit vaccinée. C'est des personnes à risque. Voilà, moi je vous donne mon avis, je pense que c'est mieux que la personne se fasse vacciner, que c'est une personne à risque et qu'il faut faire très attention. Donc on évite quand la famille vient à la maison ou autre, c'est pas je suis vaccinée, j'enlève le masque. Hein. Être vacciné, ça nous protège soi, mais ça ne protège pas les autres. On peut être contaminé et on peut contaminer les autres. Voilà, ça nous protège juste d'effets graves du Covid. Voilà, dès qu'il y avait quelqu'un, après on aérait les pièces, la personne elle restait à distance, même pourtant elle portait le masque, ma mère portait le masque. Sur ça, moi quand il y a des règles et tout, moi je respecte tout bien, les gestes barrières, voilà. Dès que je touche un truc, moi c'est gel, c'est lavage de main tout le temps. Déjà j'ai toujours été un peu comme ça avec les microbes, alors là, n'en parlons pas. J'ai oublié de vous dire aussi, pour tout ce qui est produit, gel douche, crème, etc. Surtout, commandez sur internet, il y a 2 sites. C'est Cocoon Center et Santé Discount. Alors vous allez me dire oui, il y a des frais de port et tout, mais non. Parce qu'à partir de 40-50 € d'achat, c'est livraison gratuite. Hein. Et les produits coûtent cher. Hein. Des fois, un peu le pot de crème, c'est 23 €, donc ça monte vite. Et je vous dis ça parce qu'en fait en pharmacie il y a des très grosses marges. Moi j'ai vu sur La Roche-Posay il y avait des différences de 8 € pour une crème. Alors imaginez pour tous les produits, laissez tomber. Donc vraiment commander ces 2 sites là sont fiables. Donc je vous conseille vraiment de commander sur internet tout ce qui est produits de beauté entre guillemets. Voilà. J'ai oublié de vous dire, vous savez quand vous préparez le sac de la personne, il y a quelque chose de sympa à faire, surtout pour la première chimiothérapie, c'est de laisser un petit mot. Donc si vous savez qu'elle va lire tel magazine, vous lui avez mis ou autre et que vous êtes sûr qu'elle va le lire ou quoi, bah nous c'est ce qu'on a fait, on a fait un mot, moi et ma soeur, on lui a écrit un petit texte et ça lui a fait énormément de bien, à l'hôpital, elle tombe dessus. Vous pouvez aussi, si vous voulez être sûr qu'elle le voit, par exemple mettre plein de post-it, écrire des petits mots sur des post-it au niveau de la porte d'entrée et le matin quand elle partira, parce que nous elle partait tôt le matin du coup, voilà, c'est des choses qui font plaisir quoi. Et on arrive au dernier point, le 7e point. Youhou, merci d'être là pour ceux qui sont encore là, qui sont restés jusqu'au bout. C'est le point prévention, mais restez, s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. De façon rapide, j'aimerais dire à toutes les femmes qui sont en ménopause, attention aux traitements hormonaux contre la ménopause, contre les effets secondaires de la ménopause, comme les bouffées de chaleur et autres. Ces traitements, en fait, ils sont réputés, je l'ai appris, comme pour favoriser les cancers du sein. Et ma mère avait fait une mammographie, il n'y avait rien du tout. Et 1 an après, elle a commencé un traitement hormonal pour la ménopause parce qu'elle était embêtée, gênée par des bouffées de chaleur. Et 6 mois après, cancer du sein. Voilà, il n'y a aucun cancer du sein dans notre famille. Voilà. Et les médecins lui ont dit que ils pensent que ça vient de ce traitement hormonal. Et on ne lui avait jamais dit auparavant, quand on lui a donné ce traitement hormonal, qu'il y avait un risque en fait. Et c'est quelque chose, après quand tu t'en parles au médecin, il dit ah oui, c'est vrai que scientifiquement c'est prouvé que ça favorise. Donc entre subir des bouffées de chaleur et tout, des sautes d'humeur, et vaut mieux ça que de prendre le risque d'avoir un cancer du sein. Donc attention, vraiment réfléchissez à 2 fois avant de commencer un traitement hormonal. Ensuite, j'aimerais souligner quelque chose, c'est qu'il y a un peu un amalgame. En fait, moi je parle pour ma maman, mais chaque cancer du sein est différent. Il y a des femmes qui ont seulement une opération et c'est tout, ou un peu de radiothérapie. Voilà, on passe pas toutes elles passeront pas toutes par la chimiothérapie. Mais quand c'est le packaging, le total, comme ma maman, très souvent c'est chimiothérapie, ensuite opération, ensuite radiothérapie et ensuite hormonothérapie. Dès lors qu'on commence l'hormonothérapie, on entre dans l'étape de la rémission et non pas de la guérison. Et cette étape de la rémission dure 5 ans. Donc pendant 5 ans, il y a un médicament à prendre tous les jours. Ça s'appelle l'hormonothérapie. Et une fois que ces 5 ans sont passés et qu'il n'y a pas eu réapparition du cancer, là on déclare la personne guérie du cancer. Voilà, la guérison, c'est 5 ans après.
quand on a tout fini et qu'on est dans l'étape de l'hormonothérapie, voilà, où en gros on est guéri, mais là on est en rémission. Donc voilà, parce que parfois il y a des amalgames. Et j'aimerais souligner 2 points importants avec vous au sujet de la prévention actuelle du cancer du sein. Donc bon, je trouve que la campagne, en fait, je vais donner mon avis personnel et on peut débattre et vous pouvez aussi donner votre avis en commentaire. Je trouve que la campagne de prévention Octobre Rose est archi mal faite. En fait, on passe complètement à côté du but prôné. Il y a tout le monde qui a entendu parler d'Octobre Rose, mais est-ce que les gens savent vraiment ce que c'est? Moi, Octobre Rose, je suis pas débile, j'ai fait des études en plus de biologie, enfin d'autres choses. Pour moi, Octobre Rose, c'était un marathon des femmes qui courent pour les femmes atteintes du cancer du sein. Basta, c'est tout. Et donc on passe complètement à côté de l'aspect préventif en fait. Et demandez autour de vous, je vous assure que je ne suis pas la seule à penser ça. Pour moi, il faudrait des panneaux publicitaires avec écrit en gros tâtez-vous les seins. Des trucs qui soient choc percutants et pas des pauvres dépliants là quand tu vas à la pharmacie que personne ne prend. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, je sais pas, faut un truc. Je trouve la communication c'est walou, c'est zéro. Moi, jamais on m'a expliqué que si un jour je sens une boule au niveau de mon sein, faut vite que j'aille voir ma gynécologue parce que c'est soit ça peut être un kyste, mais ça peut être aussi un cancer. Moi, j'aurais même pas eu l'idée d'aller voir. Franchement, j'aurais laissé traîner. C'est quand en fait c'est tellement évident, bah ça ne l'est pas en fait. Et c'est ça. Et pareil pour les gynécologues, demandez toujours aux gynécologues dès votre plus jeune âge, donc à la puberté, quand vous allez voir, demandez à ce qu'il y ait une palpation au niveau des seins. Parce que tous les gynécologues ne le font pas. Moi j'ai la chance d'avoir une gynécologue qui me l'a toujours fait, mais je me sens conne, hein, vraiment, je vous l'avoue, je n'ai jamais su pourquoi elle faisait ça. Je me sens conne. Mais en même temps, c'est pas de ma faute parce qu'elle me l'a jamais expliqué. Et on m'a jamais expliqué. Moi, je me disais, bah regarde si mes seins ils ont une forme normale. Si... J'ai jamais calé. Mais comment on peut... Ça paraît tellement évident, mais en fait, ça ne l'est pas si on vous l'a pas appris, vous l'avez pas vu quelque part. Et donc, voilà. Et ensuite, pour finir, j'inciterai tous les parents à sensibiliser leurs enfants, filles comme garçons, au cancer du sein. Parce que pour les filles, bah, c'est leur donner l'automatisme sous la douche quand elles commencent, quand elles sont adolescentes, à se tâter les seins. Voilà ma fille, quand tu te douches, tu te tâtes toujours un peu les seins et si tu sens une boule, faut nous le dire, faut aller voir la gynécologue, c'est important. Voilà, faire de la prévention. Et pour les garçons, bah, c'est leur apprendre à demander à leurs petites copines, quand ils sont plus grands, tiens, ça serait bien que tu tâtes tes seins, si tu sens une boule. Voilà, que eux-mêmes aussi jouent un rôle dans cet aspect préventif, où aussi ces garçons-là seront aussi de futurs papas à l'avenir, et c'est bien aussi que le père apprenne à ses futures filles que il faut... qu'elle touche, qu'elle se tâte les seins sous la douche, etc. Voilà, en fait, il y a tout le monde qui a un rôle à jouer, et ça, c'est l'éducation aussi des parents. Donc voilà, ce n'est que mon avis. Et du coup, pour terminer cette vidéo, j'aimerais remercier 1000 fois ceux qui sont restés jusqu'au bout. C'est une très longue vidéo, je sais. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, à mettre un j'aime si vous avez apprécié ce contenu, si ça vous a aidé, si ça vous a éclairé. Vous pouvez m'envoyer des messages, je réponds à tout le monde. Je vous laisse mes réseaux sociaux. Sur Instagram, je réponds aussi à tout le monde. Après, je suis pas une spécialiste, hein, je peux que... Voilà. Je suis pas une psychologue non plus, je ne peux pas... Chaque cas est différent. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, mais si vous avez vous voulez plus d'informations sur ce que je vous ai dit, bah voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Donc je vous dis bisous à toutes et à tous. Ah oui, et n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire pour apporter des conseils supplémentaires. Et je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et surtout positive attitude.